Personne n'a répondu à même. Alors, c'est honteux, c'est honteux. Soit vous n'êtes pas concentré, soit c'est. Alors, Soit vous êtes trop concentré. alors la notion de la joie, c'est en fait c'est une notion très très large. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment régénérer leur réservoir de joie. Parce que comment ça se passe? On grandit, on a des parents, plus ou moins pour la majorité, on a une enfance heureuse. Et à ce moment-là, on reçoit un capital. On reçoit les sourires de notre maman, la gentillesse, la douceur, les copains, les amis, le beau temps, la réussite dans les études. Et là, en fait, on remplit un réservoir. Et après, on commence à rentrer dans la réalité. C'est-à-dire qu'on quitte le monde du rêve, le monde de l'enfance, on rentre dans le monde de la responsabilité, et inconsciemment, on commence à puiser notre réservoir de joie. Parce qu'il faut assumer le travail, il faut assumer le mariage, il faut assumer la contradiction, il faut assumer les choses. Et inconsciemment, doucement, doucement, on vide le réservoir de joie. Mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il y a un syndrome comme ça qui s'appelle l'éternelle jeunesse. D'accord? Donc j'ai toujours la pêche, et je suis fort, et je suis truc, et je suis capable, et je fais, et je suis entreprenant, et je suis créateur. Mais ça prend de la joie, ça prend de la joie, ça prend de la joie. Et à un moment, on se sent un peu comme ça, un peu fragile. Tiens, c'est bizarre, tiens, j'ai envie de pleurer, pourquoi? Oui, alors j'ai une rama qui me monte, ou tu vois un film un petit peu doucereux comme ça, américain, t'as les larmes comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? C'est une bêtise. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais tu es déjà dans un état de fragilité. Cette logique, c'est quoi? C'est qu'un bateau, il flotte sur l'eau. D'accord? Là où l'eau atteint sur le bateau, ça s'appelle la ligne de flottaison. Maintenant, tous les compartiments qui sont en dessous de la ligne de flottaison sur un bateau sont condamnables et étanches. Vous savez, quand vous êtes dans un bateau, il y a des compartiments qui se ferment avec une porte étanche. Pourquoi? La grande leçon du Rav Titanic, d'accord? Que s'il y a un creux, il y a un trou qui va être fait par un iceberg ou n'importe quoi, et ben l'eau, elle va s'engouffrer dans le bateau, et le bateau, il va couler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est pas grave, s'il y a un trou s'il y a l'eau qui rentre dans le bateau, on condamne l'endroit qui a reçu l'eau, et comme ça, le reste du bateau, il est sauvegardé. Maintenant, l'homme, c'est le bateau. La mer, c'est la mer, c'est pas grave, ouais. Après, la ligne de flottaison, c'est la ligne d'équilibre, à partir de laquelle tu peux basculer dans la névrose ou dans la folie, d'accord? Et sous l'eau, c'est tout ce qui est invisible. Donc, c'est la partie de toi que tu ne connais pas. Maintenant, il y a très très peu de gens qui ont fait l'effort de faire ce qu'on appelle un portrait robot de leur intériorité. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont en réaction par rapport à la réalité, ou alors ils sont dans le regard de l'autre, mais c'est très très peu de gens qui ont fait le travail inverse, de se connaître assez pour savoir quand ils disent quelque chose, quand ils pensent quelque chose, quand ils ressentent quelque chose, que c'est vraiment eux qui le ressentent. Ça s'appelle en français « retrouver la source de l'impulsion première ». C'est une expression très développée en psychologie Benchetritale. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Donc, et ça, c'est le phénomène du compas. Vous vous rappelez le cercle? Il y en a qui ont vu cette petite vidéo sur Internet? Levez la main et dites « je jure ». Donc, il y en a peu. Alors, c'est très intéressant, parce que le Maharal de Prague, il dit que l'homme ressemble à un cercle. Maintenant, un cercle, c'est quoi? C'est une figure géométrique qui est tracée avec un outil d'ailleurs très intelligent, comme son nom l'indique en verlan, le compas, d'accord? Que c'est deux bras. Un bras qui pointe, mais qui n'écrit pas, et un bras qui écrit, mais qui ne pointe pas. C'est le crayon. Donc, quand vous plantez le compas, en fait, c'est vous prenez une décision. Et ensuite, vous tracez un cercle. Ça s'appelle le cercle d'influence. Maintenant, la pointe du compas, elle ressemble à la détermination de la personne. Et la réalité de ce qui va apparaître, le cercle, c'est en fait c'est tout ce que tu produis. Tes actions, tes paroles, ton image, tes attitudes, c'est ce qui apparaît dans le cercle. Maintenant, vous avez appris à l'école que le point du cercle, le point du périmètre, il est toujours à la même distance du cercle. Ça s'appelle le rayon en français. Maintenant, le lien visible entre le point central et le rayon, d'accord, s'appelle l'existence. Parce que exister, c'est être, extérieur, exister, être à l'extérieur. Donc, ce qui apparaît de toi, c'est l'expression de ton être, normalement. Maintenant, c'est là-bas qu'est pointé le compas. Maintenant, si toi, tu as la traçabilité, donc là, tu dis, je pleure à cause de telle raison, là, je rigole à cause de telle raison, là, j'ai peur à cause de telle raison, mais si tu ne peux pas créer le lien entre ce que tu vis et ce que tu ressens,
Il y a un vrai problème, c'est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui n'est pas toi. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne si au fond toi-même, tu t'es pas donné les moyens d'être une personne. Ça va? Donc si tu dis, pourquoi vous ne me respectez pas? Pourquoi vous ne me rappelez pas? Pourquoi vous ne me tenez pas compte de mon avis? Alors que toi, au fond, tu penses que tu es nul. Donc tu ne peux pas être transparent et visible. Même les banques, elles ont compris qu'un imprévisible, ça peut s'écrire en 3 mots. Visible. Là, j'ai besoin de mesurer votre niveau de réactivité qui est proche du coma. Là, Blénarage, ça va? Est-ce qu'ils ont pris quelque chose ou... Il y a un truc dans les gâteaux, il y avait des trucs peut-être. Ah, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on a notre être intérieur et notre être extérieur. Maintenant, l'équilibre entre notre être intérieur et notre être extérieur, entre le moi intérieur et le moi extérieur, s'appelle exister. C'est pour ça que j'ai écrit un livre de 400 pages dessus. Si vous avez le temps de le lire, ça vous évitera de faire 21 ans de thérapie. Mais les psychiatres, ils le conseillent à la place du Xanax. Mais c'est quoi l'idée? C'est l'invitation à être. Ouais, la vie est une invitation à être. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est le bleu. Ça, c'est le rouge. On écrit le blanc. J'écris le blanc en ce moment. Non, pour la reconnaissance républicaine. D'accord. Mais c'est ça l'idée. C'est que le moi intérieur et le moi extérieur, ils doivent être les mêmes. En français, on appelle être soi-même, le même que soi. D'accord? Ramim, ils appellent Toho Kebaro. Toho Kebaro. Ton intériorité, ton extériorité. Maintenant, est-ce que pour trouver son Toho, il faut passer un certain temps derrière les barreaux? Il y a eu des tentatives, oui. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'un homme, il doit apprendre à se connaître. Savoir qui je suis, comment je fonctionne. Et la grande difficulté, c'est que nous sommes tous différents. Parce que c'est marqué qu'Eshem Shepartzufem Shonot, car Dartem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Or, les esprits, c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est le système d'exploitation de l'impulsion de l'âme qui est redistribué dans le corps et dans la vie. Confirmation par texto. Donc, pour résumer, c'est un peu comme l'ordinateur. Dans un ordinateur, il y a le DOS. D'accord? Après, il y a le système d'exploitation du DOS, ça s'appelle le Windows. Après, il y a la tour avec l'électronique. Et après, il y a tous les périphériques qui permettent le lien avec l'extérieur. Maintenant, le DOS, c'est la Neshama. D'accord? Elle envoie une impulsion extrêmement puissante. Cette impulsion, elle arrive dans le système d'exploitation qui s'appelle le Windows. Le Windows, c'est le Da'at, c'est la conscience, c'est le jeu, c'est le psychique, c'est le lève. Il y a plusieurs... J'arrive. Il y a plusieurs appellations, d'accord? Après, cette même énergie qui est sortie de l'âme et qui est prise en charge par le jeu, elle arrive dans le corps. Quand elle arrive dans le corps, elle s'appelle la motivation. Ensuite, quand elle arrive dans le vécu, dans la réalité, elle s'appelle la détermination. Maintenant, tout ce qu'on fait en fin de compte, c'est qu'on ne fait que utiliser et redistribuer, mettre une connotation et une orientation à une énergie divine qui nous traverse. Maintenant, nous on appelle l'énergie divine de l'âme. Maintenant, l'égoïme il appelle la vie. D'accord? C'est quoi cette impulsion? J'ai un ami qui a fait 12 ans de médecine et 3 ans de physique pour comprendre c'est quoi la vie. Pourquoi une cellule elle est vivante et le tissu il est mort. Pourtant au niveau atomique, on retrouve les éléments qui sont presque les mêmes. Alors comment ça se fait que ça bouge et ça bouge pas? C'est quoi la vie à l'intérieur de la matière? D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'une matière elle est vivante ou une matière elle est morte? En vérité, ce qui donne la vie, c'est l'âme. Maintenant, l'âme, c'est pour ça que quand une personne meurt, c'est très très choquant qu'elle est chaude, elle a encore un système. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de médecins, des gens intelligents, pas des gens qui font médecine comme ils auraient pu être techniciens de plomberie ou installateurs de salle à manger, ce qu'on appelle des dentistes. Non, d'accord, non. C'est pas grave, il n'avait pas une dent contre moi, d'accord. Bon. Non, mais dans tous les métiers, il y a des gens intelligents et des brels. C'est Jacques qui l'a dit, d'accord. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que la Neshama, elle est divine, d'accord. Bon. Quand quelqu'un meurt, en fait, c'est juste la Neshama qui l'a quitté. Alors, les gens qui sont morts, on ne peut pas leur en vouloir. Quelque part, c'est pas de leur faute. Ouais. Mais ce qui est grave, c'est les gens qui sont morts de leur vivant.
Parce qu'il y a deux manières de mourir. C'est soit que la neshama quitte le corps, et ça c'est le bon Dieu qui l'a enlevé, à part les gens qui ont devancé l'appel parce qu'ils sont pris pour un oiseau, ouais. Soit c'est que la personne elle fait une séparation entre son âme et son corps. C'est-à-dire que quand vous avez une torche, oui, c'est trois piles, un contact, une ampoule. Maintenant, si vous mettez un petit bout de papier entre les piles et l'ampoule, il n'y a plus de courant. D'accord? Et si vous allez dire, bon, ça veut dire quoi? Il est venu des territoires d'Épinay pour nous parler de ça. Mais vous savez, quand entre un homme et une femme, le courant ne passe plus, ou que tu me fais péter les plombs, vous voyez que c'est toujours un problème d'électricité, finalement. Ouais. Ou alors quand la personne elle-même, à l'intérieur d'elle-même, elle se sent pas bien, elle dit je ressens pas mon corps, j'ai envie de pleurer, je comprends pas pourquoi, je vis toutes les agressions, même les remarques très très mal. Ça veut dire que la personne, elle n'est plus en maîtrise de ce qu'on appelle le flux existentiel. Le flux existentiel, c'est cette énergie de l'âme qui arrive dans le psychique, qui arrive dans le nefesh, qui arrive dans le jeu. Comme le courant électrique. Le courant électrique est dans la prise. Maintenant, vous ne l'avez pas amené ici, vous. D'accord? Il y avait le courant quand vous êtes venu. Mais ce courant, vous pouvez le mettre dans la chénifie, ça fait de la musique. Vous pouvez le mettre dans le four, ça fait de la chaleur. Vous pouvez le mettre dans le frigo, ça fait du froid. Donc en fait, vous ne pouvez qu'orienter une énergie électrique que vous ne maîtrisez pas. Ouais? Que vous n'êtes pas à l'origine. Maintenant, le problème, c'est que l'âme, elle est divine. Et le nefesh, le psychique, il est humain. Donc c'est un jeu qui va maîtriser une énergie qui n'est pas humaine. Ça va? C'est pour ça que les records, tous les ans, on bat les records de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est qu'on utilise la dimension infinie de l'âme pour un projet fini. Ça va? Maintenant, quand cette énergie qui est entièrement divine, elle arrive au psychique, à ce moment-là, les chachamim, ils appellent le ratson. Ça s'appelle la volonté. D'accord? Mais encore une fois, la nature profonde de cette énergie est divine, mais l'utilisation, elle est humaine. Maintenant, donc cette énergie qui va passer à travers le jeu, elle va être prise en charge par le jeu. Maintenant, la conscience de cette énergie et la maîtrise de cette énergie, en français, ça s'appelle « je veux ». Mais au fond, c'est un abus de langage, puisque c'est pas toi qui es à l'origine de la volonté. Et la preuve, c'est que quand le jeu n'est pas construit, toi-même, tu te surprends à faire des choses que tu ne veux pas, en les légitimant, en disant « c'était plus fort que moi ». Et pire encore, je n'étais pas moi-même. Tu te demandes combien vous êtes là-dedans. Ouais. Ça veut dire que le jeu, il va utiliser le vœu. D'accord? Et cette énergie-là, il va l'envoyer dans le corps. Et là, elle va devenir la motivation. C'est pour ça que ratson, ce qui veut dire volonté, c'est milachon ratz, qui veut dire courir. Parce que qu'est-ce qui fait courir tapis? D'accord? Pourquoi ce bots là, je sais pas comment il s'appelait là? Vous l'avez vu courir là, un coureur de 100 mètres là, un tueur. Il rigolait comme ça, il faisait des signes. Voilà, ouais. Tu dis, mais il n'est pas normal ce gars-là. Qu'est-ce qu'il a? Il a les mêmes muscles que l'autre. Mais il a une motivation plus grande. L'haltérophile, quand il prend les 260 kilos, toi déjà, rien que d'y penser, déjà, t'as mal au dos. Pourquoi sa colonne vertébrale, elle n'explose pas? Parce que sa volonté, redistribuée dans ses cellules, elle va maintenir la distance entre chaque cellule pour... Mais si toi tu t'angoisses, si toi tu as peur, la colonne, elle fait... Tac. Il n'y a plus de colonne. Comment c'est possible que la conscience, elle peut agir sur l'os? Pourquoi la conscience, elle véhicule pas le cancer? Pourquoi l'angoisse, elle fait pas des trous dans l'estomac? Pourquoi le stress, il crée pas des lumbagos? D'accord? C'est quoi le stress? C'est le mal vécu de la distance établie entre toi et la réalité que tu n'assumes pas. Donc, vous êtes calmes là. Ils sont calmes. Oh. Ils sont impressionnants. Ah, c'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie-là, en fin de compte, encore une fois qu'on appelle vulgairement en éthique la vie, quand elle est prise en charge par l'homme, elle va traverser les différentes fonctions pour arriver jusqu'à la réalité. Maintenant, quand cette énergie-là, je la mets dans ma réalité, ouais, en français, ça s'appelle la détermination. Maintenant, pourquoi le projet, il avance? Parce que tu te mets à fond. Pourquoi le produit se vend? Parce que tu y crois. Pourquoi ton couple, il évolue? Parce que tu donnes de toi-même. Mais donner de soi, c'est quoi donner de soi? Le don de soi, le don de soi, le don de soi. Mais c'est quoi le don de soi? Le respect de soi, la cravate en soi, la peinture sur soi. C'est bizarre. Le seuil, d'accord? En fait, la logique, c'est ça. C'est que c'est pas toi.
en fait, c'est ta connotation qui utilise une énergie divine qui va véhiculer ton projet. Un peu comme le Aikido, d'accord? C'est que toi, tu vas prendre l'effort que l'autre fournit et avec l'énergie qu'il a dépensée, tu vas l'envoyer quelque part. C'est pour ça que dans les arts martiaux, la différence entre les arts martiaux et la boxe anglaise, c'est que la boxe anglaise, c'est l'occidental. Donc il frappe avec son poids, ouais, il frappe avec sa force. Le chinois, non, il frappe avec l'énergie. Donc il va arrêter à 2 mm de la peau, mais la rate à l'intérieur, elle explosée. Parce que l'onde, elle continue. D'accord? Ça, c'est l'oriental, et ça, c'est l'occidental. Ouais, en fait, c'est un peu Esav et Yaakov, en gros, mais en détourné. Donc maintenant, si quelqu'un il va apprendre à maîtriser cette énergie qu'il a à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire, vous avez compris maintenant, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il est capable de donner une connotation personnelle à une énergie qui le traverse. Ouais. Donc, on va dire, on voit ta marque. Le gars, il a une inspiration incroyable. Quand on dit en quelqu'un, il a du génie. Mais c'est quoi le génie? Le génie, en français, c'est le jnoun. Ouais. En fait, le génie, c'est la capacité à véhiculer l'énergie de ton âme à l'intérieur d'un projet physique. Donc, il y a 2 gars qui ont peint un mur. Les 2, ils s'appelaient Pablo. Mais il y en a un, il le vend 3 millions d'euros, parce qu'il s'appelle Pablo Picasso. Et l'autre, tu lui donnes 20 euros, tu dis, allez, casse-toi, la couleur, c'est pas ce que je voulais. Pourtant, les 2, ils ont fait la même chose, ils ont peint un mur. Donc, c'est quoi l'idée? Parce que quand tu regardes le mur, tu dis, je ressens toute la douleur de Guernica. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait ce talent-là de réussir à imprégner et d'amalgamer dans les molécules de l'acrylique, ouais, ou de l'huile, l'idée qu'il avait dans la tête. Ce qui fait que toi, quand tu regardes le même tableau, tu penses à la même chose que ça. Ça s'appelle le génie. Ça a aussi un prénom chez les filles. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est que la personne, elle peut faire ça. Maintenant, comme tu peux imprégner le génie, ouais, tu peux aussi imprégner un gâteau. Par exemple, si tu fais un gâteau de bon cœur, ton mari, quand il le mange, n'a pas des brûlures d'estomac. Pourtant, tous les ingrédients sont bons. Mais comme c'est la recette de sa mère qu'elle crève, je ne fais qu'exprimer tout haut. Ce que vous pensez. J'exagère, mais si peu. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as triché, puisque tu as rajouté quelque chose à l'intérieur de la recette. Vous me suivez ou non? C'est pareil, un enfant, par exemple, tu n'as pas confiance en lui. Tu as beau lui dire travail, ça va aller, ça va aller. Et dans ta tête, tu dis c'est impossible, c'est un nul, il est comme mon mari. Donc automatiquement, ça ne marche pas. C'est comme les enfants que tu n'aimes pas, par exemple. Ils le sentent. Tu dis viens faire un bisou, il ne veut pas. Parce qu'il sait que tu ne l'aimes pas. C'est bizarre, non? Donc ça veut dire que ta parole, ton acte, ta pensée, elles imprègnent ta volonté, et ta volonté, elle véhicule dans la réalité ce que tu es vraiment. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un dedans. C'est ça le problème. Parce que, ça vient d'unique. Quand on dit quelqu'un, c'est une personne unique. Maintenant, si toi, tu n'as pas développé ton côté unique, tu deviens quelconque. On dit non? Quelconque. Tout le monde sait ce que c'est un oncle, d'accord? Et si quelqu'un va dire, bon, c'est un peu... Non, parce qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Et s'adapter, c'est faire un avec sa réalité. Maintenant, pour que tu t'adaptes avec ta réalité, il faut que tu la maîtrises. Mais aussi, il faut que tu maîtrises le gars à l'intérieur qui se lie à la réalité. Donc, quand tu es unique et que tu as compris que ta vie, elle est unique, ça fait un 1. Tu fais un avec ta réalité. Et ça, l'intelligence. Le contraire de l'intelligence, c'est la bêtise. Donc, si l'intelligence, c'est l'adaptation, la bêtise, c'est l'inadaptation. Maintenant, les gens qui sont en décalé à leur réalité, ou qui ont des peurs, ou des stress, ou alors qui pensent que c'est de la faute des autres, ou qui arrivent toujours après, ou qu'après l'événement, ils disent « j'aurais dû lui dire », ouais, et après l'accident, ils disent « si j'avais su », tous les gens qui vivent en décalé, en fait, ils sont inadaptés. Et c'est ça, un CON. C'est vrai. Moi, quand j'avais 14 ans, je priais beaucoup, beaucoup pour ne pas être un CON et pour ne pas subir les CON. Non, ça a l'air idiot comme ça, mais c'était une très belle prière. Ouais. Parce qu'encore une fois, les gens, ils voient les CON, ignares, brêles, lourds, handicapés. Non, CON, ça peut être un gars qui a une tête de malade. Il a un QI, mais il y en a quand même 2, le QI.
Ouais, c'est le QI des oiseaux, d'accord? Des gens qui sont licenciés de trucs. L'autre, il a une chaire de pédagogie là-bas, mais il est pédophile. Mais bon, c'est juste une question de goût et d'évolution des mœurs. Ouais. Non, en vérité, c'est un CON, d'accord? L'autre, il a gagné des milliards, mais en vérité, quand tu parles avec lui, c'est un brel. Seulement, il a eu un mazal, il est tombé sur la niche informatique du produit nécessaire à tous les ordinateurs du monde qu'il a payé 25 € à un étudiant qu'il a rencontré dans le train. Et maintenant, il fait 25 milliards par jour. Mais il est brel. Vous me suivez D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'intelligence, encore une fois, c'est le lien avec la réalité, et que le lien, il est créé par quoi? Par la conscience. Et la conscience, c'est une facette du jeu. Donc si ton jeu intérieur, il est conscient de la réalité, et ben c'est ça qui va véhiculer les informations de ton moi vers la réalité. Ça va? Maintenant, pour que tu puisses le faire, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un flux électrique qui va véhiculer ça. Comme à l'intérieur du corps, il y a un flux électrique qui véhicule les informations. Entre deux cellules, il y a 24 millions d'échanges par jour. Les Chinois, ils appellent les méridiens. Nous, on appelle l'aneshama. Ouais. Maintenant, en amour, on appelle la longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Tu commences une phrase, l'autre, elle termine. Tu penses à une image. Elle te dit, j'ai pensé à ça. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Tu dis, wow, mais c'est pas possible. Quel réseau Wi-Fi? C'est-à-dire qu'en vérité, on est tous sur le même réseau. Le seul problème, c'est nos individualités, ce qu'on appelle le moi, en tahitien, le moi, ouais, qui nous sépare. De la même manière qu'on est séparé de la connaissance à cause de l'ego. Les gens, ils croient qu'ils ne savent pas. Mais en vérité, parce qu'ils ont le malaise de l'ignorance. Or, le mal vécu de l'ignorance rend inaccessible la connaissance. Parce que si, quand tu apprends, ça prouvait qu'avant, tu ne savais pas, donc tant que tu n'as pas réglé ton problème d'ego, tu ne peux pas apprendre. Si toi, tu n'as pas l'élasticité mentale de la remise en cause, eh ben, tu ne pourras pas vivre. Vous parlez français, non? Tout le monde parle français pour l'instant? Non, parce que bientôt, la première langue, ce sera l'arabe. D'accord. Mais c'est quoi la remise en cause? J'adore ce mot, il est beau. Remise en cause. Donc la cause, c'est facile la cause. La cause, c'est ce qui entraîne la conséquence. C'est la loi de causalité, qui est une des bases de la religion juive. Parce que si tu n'acceptes pas la cause, tu n'acceptes pas la cause de la cause de la cause de la cause, qui est Dieu. Ça va? Maintenant, la loi de causalité, elle est partout. Est-ce que ce gâteau, il peut apparaître si quelqu'un ne l'a pas fait? Tu dis, on ne sait jamais. Je crois que toi, tu t'es fixé une ligne et que tu y aspires sous prétexte qu'elle est blanche. D'accord? Non, oh, la cocaïne. D'accord? Donc, non. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. En fait, l'acuité intellectuelle que vous maintenez sous pression pour ne pas rater la prochaine blague me permet d'utiliser ce canal intellectuel pour faire passer un ridouche. C'est presque de la démagogie, mais comme c'est fait avec une bonne intention, donc au pire, vous évoluez. D'accord? Non, j'ai dit ça, mais les gens ne comprennent pas. Moi, mon projet à moi, c'est pas de donner des cours. J'ai pas besoin. C'est très fatigant, c'est pas toujours producteur. Moi, mon projet à moi, c'est de faire gagner 10 ans. C'est-à-dire que si tu n'as pas gagné 10 ans à la fin du cours, j'ai perdu mon temps. Et si tu vas me dire, mais attends, ça n'a aucun intérêt de gagner 10 ans à chaque cours, parce que, attends, on a quel âge à la fin? Je lui dis, bah, comme la nature de l'homme, c'est justement de perdre des années. Donc quand tu lui as fait gagner 10 ans, souvent tu l'as juste ramené à l'âge qu'il aurait dû avoir. La preuve, c'est que tu poses une question de 30 ans à quelqu'un de 30 ans, il te donne une réponse de 15 ans. Quel âge il a? Il a 15 ans. Toi, tu te prends la tête parce que tu t'es cassé un ongle ou parce que tu n'as pas trouvé une jupe qui va avec ton sac, alors que tu as une fille anorexique. Quel âge tu as? 8 ans. D'accord? Toi, tu te prends la tête parce que le petit, il te manque de respect. Mais tu as 35 ans, lui, il a 11 ans. Je veux dire, un des deux qui n'est pas au GAN. Vous avez compris ou? Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui ont leur âge, en fait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour avoir son âge, il faudrait répondre aux questions de la réalité. Et la réalité, c'est ce qui fait que tu deviens ce que tu es censé être. Parce que comme à l'école, tu passes de classe en faisant les exercices et les interros, dans la vie, tu grandis en faisant les exercices et les interros. Mais comme les 3/4 des gens légitimisent le fait qu'ils n'existent pas par le fait que l'autre existe à leur place, ou alors qu'eux ne sont pas concernés par la réalité dans laquelle ils sont, donc pendant ce temps-là, ils n'évoluent pas. Parce que c'est quoi l'intérêt des deux dans une situation? C'est qu'on peut accuser l'autre. Mais si vous croyez en Dieu, on est entre nous. Ouais, vous croyez en Dieu. C'est quoi la croyance?
La croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat, de s'habiller avec pudeur, mais ça c'est évident. Sinon, si tu fais pas ça, il faut te convertir au judaïsme. C'est normal, non? Donc la croyance, de faire les mitzvot, c'est évident. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Ça veut dire que je me sens concerné. Maintenant, concerné, quand c'est bien vécu, ça s'écrit en un mot. Quand c'est mal vécu, ça s'écrit en deux mots. Parce que tu te sens cerné. Et c'est ça qui te rend concerné, finalement. Ouais. Non, le gars qui a inventé ce préfixe, il a fait une affaire avec moi. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris maintenant. Quand cette personne-là qui est à l'intérieur, ouais, elle va décider d'atteindre l'extérieur, eh bien, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui emmène cette énergie. Donc il va falloir développer la force, il va falloir développer la conviction, il va falloir développer la confiance en soi, il va falloir développer le respect de soi, il va falloir développer la joie. Parce que qu'est-ce qui va véhiculer cette énergie là-bas? Et si quelqu'un il va dire « Oh, de toute façon, que ça se passe dans ce sens-là ou dans l'autre sens », c'est pareil. Mais non, parce que quand tu vas de l'intérieur vers l'extérieur, ça s'appelle ex-isté, mais quand tu vas de l'extérieur vers l'intérieur, ça s'appelle in-isté. C'est un mot qui n'est pas dans la langue française. Il y a inhibé, il n'y a pas inisté. Comme si le français ne veut pas parler de son problème majeur. En tout cas, pas dans la blonde ou dans la rousse. D'accord? Donc c'est ça. Si c'est ça, ça veut dire que si la personne n'a pas développé une conviction assez forte pour pouvoir véhiculer son projet ou son avis vers l'extérieur, la pression sociale extérieure, elle est tellement forte qu'en fin de compte, c'est l'influence de l'extérieur qui va rentrer à l'intérieur. Ça veut dire que le nombre de personnes qui ne vivent pas dans le regard des autres, tu peux le compter sur les doigts de la main d'un manchot. Qui lui-même n'en a pas beaucoup. Je vous fais un petit test. Il y a la maman, 24 ans, elle a eu son premier. Elle est là-bas à la cuisine en train de couper les carottes, en pensant à quelqu'un qu'elle aime. D'accord? Et il y a son fils qui joue à la salle à manger. À 8 mètres, un grand appartement dans le 16e avec un parquet d'époque. Et le gars, il est en train de courir le bébé. Il court, il a 1 an et demi, il court. Ta, ta, ta. Il entend boum, 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 il court. Et d'un seul coup, il entend boum. Après le bruit, elle a compris qu'il est tombé. L'instinct maternel, il s'allume, il est tombé. Elle dit, tu sais quoi, je ne vais pas aller le voir tout de suite. Et elle attend. Prochain, mes enfants, ils sont en plastique. Bon. Elle attend. C'est que la peur est plus dangereuse que le danger, vous le savez ça. Alors, et elle attend, et elle compte. Elle dit, tiens, je vais compter. 1, 2, c'est long. 3, 4, 5. Au bout de 8 secondes, l'enfant, il se met à pleurer. Pourquoi il a attendu? Vous savez, quand vous faites mal, le système nerveux, par impulsion, il renvoie au cerveau. Le temps que ça arrive à la bouche, ça prend 1/100 de seconde. Comme il a mis 9 secondes pour crier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a réfléchi. Est-ce qu'il a un public pour sa douleur? Est-ce qu'il va pouvoir monnayer ça contre un bonbon ou quelque chose? Ça, c'est 1 an et demi. Alors, Calva Hamor, qu'est-ce qu'il va faire à 38 ans et demi? Quel type de chantage émotionnel il va mettre en place? Quel type de manipulation mentale il va gérer? D'accord? Comment il va gérer le chaud et le froid? Comment il va gérer les émotions et la terreur? Comment il va faire s'il est déjà 1 an et demi? Vous me suivez ou... Ouais. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, le regard de l'autre l'intéresse. Maintenant, que je le subisse ou que je l'utilise, dans les deux cas, c'est pas ma personnalité qui projette, c'est la réalité qui s'impose. Maintenant, ça s'impose, encore une fois, parce qu'il y a de la place. Puisque, rappelez-vous cette phrase incroyable, aussi de Ben Chetrit, à l'époque, ouais, il a dit, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Il y a 2 jours, il y a un monsieur qui m'a téléphoné de la Martinique. Il m'a dit, Rabbi Yechia, je voulais vous remercier. Il m'a dit, il y a 2 ou 3 ans, vous avez fait un cours à la Martinique. J'étais assis au fond, je n'ai même pas écouté ce que vous avez dit. Je trouvais ça débile. Ok. Et après, il a vécu, il a créé sa société. Bon. Et je suis tombé sur un cours à vous. Et maintenant, je suis tous les jours en train d'écouter. Il me citait des phrases par cœur. Il m'a dit, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Il dit, quel âge vous avez? J'ai dit, 3500 ans. Il dit, vous ne le faites pas. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi.
de toute façon, moi, la Chokma, je l'ai développé pour moi, je ne l'ai pas développé pour les autres. C'est les autres qui participent par voyeurisme à mes recherches personnelles. Mais c'est vrai, en fin de compte, on fait qu'être soi-même. Après, si ça profite à quelqu'un, ben c'est bien. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que pourquoi une personne, à un moment, elle l'entend et ça lui fait rien, et à un moment, elle l'entend et ça lui fait. Ouais. Pourquoi elle n'est pas du tout sensible à l'angoisse de sa femme, et elle pleure sur le film américain? Alors qu'elle sait que c'est du cinéma. Ouais. Pourquoi le gars, il va prendre la patience d'expliquer à l'enfant du voisin pourquoi il faut être comme ça et comme ça et comme ça, et qu'il a les nerfs avec son fils, il n'a même pas les mots. D'accord? Sauf bien sûr dans le cas où le fils du voisin soit le sien, mais ça c'est... On va pas rentrer dans les considérations génétiques, d'accord? Ouais. Mais l'idée c'est quoi? L'idée... Et quand même la couleur quand même, hein. C'est quand même... Bon, c'est bazar. C'est pas clair, disons, comme disait Michael. Ouais, mais... Jackson. Donc... Ça, vous êtes pas encore avec moi, là. Je vous sens pas, là. Je pensais que tu parlais de Michael Benito. Non, mais j'ai pas dit la couleur. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? J'ai dit c'est pas clair en plus. Je sais pas, personne ne suit ici. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris maintenant, c'est que cet être intérieur, d'accord, le jeu, il va être le relais, en fin de compte, de l'énergie de l'âme vers la réalité. Donc la phrase la plus simple du monde, je veux cela, ça devient la plus compliquée. Bah oui, parce que le jeu, c'est moi, construit, perçu, maîtrisé. Le vœu, c'est l'énergie de l'âme, ouais, que je dois avoir en main pour pouvoir l'emmener quelque part. Et le cela, c'est la réalité qui est devant moi, qui est à 50% le produit de la projection de ma volonté, parce que Bederer, Shirot, Seleler, Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Et 50%, la proposition que Dieu te fait, qui est déjà préprogrammée dans ta Neshama pour être le cahier d'exercice de ton devenir. Ce qu'on appelle vulgairement le mazal. Vous me suivez ou non? Maintenant, moi, pour choquer personne, j'ai dit 50-50. Mais en vérité, Baal Bechira, celui qui détient vraiment le libre arbitre, lui, il produit 95% de sa réalité. D'accord? Et le contraire, celui qui est dans le laisser-aller total, qui a détruit sa personnalité et qui a aucun mouvement de projet existentiel, et qui devient le pion de la tendance et le pion du projet divin, eh ben lui, il est à 95% dans une réalité imposée. C'est un curseur, vous me suivez ou non? C'est un curseur, la vie. C'est-à-dire que si tu es plus là, eh ben, Dieu, il n'a pas besoin, il interviendra moins. Si tu es moins là, il va intervenir plus. Maintenant, quand il intervient plus, eh ben, chez les tzadikim, ça s'appelle que Dieu et l'homme, ils sont fondus. Et chez les Rechaïm, enfin, ou chez les inexistants, c'est que bah, tu fais partie du décor. Et le pingouin n'a pas de libre arbitre. La pierre non plus. La brique, la pauvre, elle n'a pas le choix. C'est free pour elle. Ouais. Donc si quelqu'un il va dire, oui, on m'étouffe, on me donne pas les moyens, on me laisse pas vivre, mais qui t'empêche de vivre? Tu sais, il y a des gens, ils étaient dans la queue pour rentrer dans la chambre à gaz, ils ont arrêté le nazi tout nu pour faire Kriyat Shema. D'accord? Et l'autre, il a son compte en banque, ça truc, la liberté, le choix, il est patron, et il fait caca sur lui parce qu'il n'arrive pas à décider. Alors lequel des deux qui est emprisonné? Lequel des deux qui est déporté? Lequel des deux qui est enfermé? Vous avez compris que si quelqu'un ne se libère pas de sa prison interne, ça ne sert à rien qu'on lui donne la liberté à l'extérieur. Et Facebook l'a bien compris. Puisqu'en fin de compte, il te donne la liberté d'utiliser un outil qui en vérité te rend dépendant de lui. Donc en vérité, tu as 52 étapes de retard sur ce qui t'arrive. Ben, c'est exactement pareil. Parce qu'au lieu de chercher le visage de ton père, Avinu Sheba Shamayim, tu vas chercher la face de ton bouc. C'est ça Facebook. Au Maroc, ils ne disent pas Facebook, ils disent Naal. Mais c'est le même principe, d'accord? C'est le même principe. C'est qu'une personne, au fond, ouais, si elle n'a pas développé son moi pour être sûre qu'elle va vivre sa vie, c'est très probable qu'elle ne va pas la vivre. Maintenant, je reconnais que les 3/4 des gens préfèrent se laisser porter, d'accord?
Donc quand ils ont une question, ils te disent qu'est-ce que tu en penses, d'accord? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ouais, mais t'as vu avec qui je vis? Ouais, mais tu la connais pas. Tu sais pas ce que j'ai subi avec mes parents. Mon psy m'a bien expliqué. Moi, je comprends le psy. Il a une piscine à payer. Mais toi, d'accord? Mais toi, tu dois réfléchir. Tu dois dire, attendez, le vrai problème, c'est pas est-ce que j'ai beaucoup d'argent, est-ce que j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que j'ai une grande famille, est-ce que j'ai est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'ai une maison, deux maisons, trois maisons. De toute façon, on va tous finir dans un studio en longueur. Très rarement aménagé avec toit ouvrant, radio intégrée, d'accord? Et la fibre. Non, s'il se réveille, le gars. Il y en a, il a dit à sa femme, écoute, tu m'enterres avec le téléphone, comme ça, si je me réveille, je vous appelle. Elle a fait sa volonté, elle a mis le téléphone. Mais elle l'a pas chargé, l'Amsroba. Elle a dit, ça y est, tu es mort, tu es mort. On va pas recommencer les partages. Le petit, il a pris le studio, on va pas commencer maintenant la guéguerre. Allez, reste là où tu es. Bon, non, c'est de l'humour ashkénaze, il faut apprécier. D'accord? Mais cette idée-là, qu'en fin de compte, vous avez compris maintenant. Toute l'idée, c'est est-ce que ce jeu-là, ce jeu qui va recevoir cette énergie de l'âme et qui va la redistribuer dans le corps et la redistribuer dans le projet, dans la réalité, dans le couple, dans les choix, dans la Torah. Ouais. Pourquoi? Par exemple, la Torah, elle s'appelle Etz Haim Lamahazikim Ba. Ça s'appelle un arbre de vie à ceux qui la renforcent. C'est qu'en réalité, la Torah, elle est morte. Elle devient vivante parce que tu mets de la vie dedans. D'accord? Maintenant, la Torah elle-même, elle s'appelle Etz Haim. Ouais. Mais elle s'appelle aussi Sammavet. Hachem, il s'appelle Mekor Haim. Et pourtant, il est Memit ou Mehaye. Ça veut dire que tout ce qui donne la vie donne la mort. Vous suivez ou non? Le bien et le mal, au fond, c'est indissociable. Maintenant, nous, on se fait plaisir à dire l'axe du bien, l'axe du mal. Ça, c'est un peu pour les esprits bouchés. D'accord? Mais un juif, il doit dépasser ça et comprendre que c'est pas de légitimer le mal, mais que quand on sort de la logique basique de ce qui est pas bien et de ce qui est bien, parce qu'on fait de tout, on fait du bien, donc il n'y a plus de mal. Maintenant, si c'est ton Yetzer Hara qui a rendu ton mal bien, ça s'appelle pas du bien. Mais si c'est ton Yetzer Tov, ton bon penchant qui a rendu ton mal bien, ça s'appelle du bien. Par exemple, tu es têtu. C'est un défaut. Mais si tu en fais de la détermination, c'est une qualité. Tu es intransigeant. C'est un défaut. Mais si c'est envers toi-même, ça s'appelle du perfectionnement personnel. Donc en fait, le problème, c'est pas l'outil lui-même. C'est comme avec une bêche. Tu peux creuser, trouver un trésor ou tuer ta belle-mère. Là, ça marche pas parce que tu fais une affaire dans les deux cas. D'accord? Mais j'ai rien contre les belles-mères. Hein. D'ailleurs, Adam Arishon, qui n'en avait pas, a une très grande longévité. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris maintenant, que ce jeu-là, cette personne-là, c'est elle qui va prendre en charge cette énergie. Le souci, c'est quoi? C'est que quand vous avez un gros moteur, ouais, vous avez quand même besoin d'un petit moteur qui va servir à véhiculer l'énergie du gros moteur vers la machine. Maintenant, le gros moteur, c'est la neshama. Le petit moteur, c'est le jeu. Ça veut dire que si moi, je ne suis pas assez construit, ou si je ne me respecte pas assez, ou si je ne me connais pas assez pour être le véhicule de l'énergie infinie que je contiens, eh bien, cette énergie, elle ne passe pas. Une fois, une dame, elle voulait absolument me parler. J'étais à Nice. Elle m'a dit, il faut que je vous parle. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai fini la conférence. Là, je suis à jeter. Et demain, j'ai l'avion à 9h. Elle me dit, bon, je vous accompagne à l'aéroport. Elle est rentrée. Donc, elle avait 20 minutes. Alors, elle commence à me dire, j'ai de gros problèmes de couple. Bon, ok. Sur quelle base? À base de problèmes d'intimité. Ah bon? Pourquoi? Ah ben, je veux pas que mon mari me regarde. Ah bon? Pourquoi? Ah, parce que j'ai des problèmes de peau. Et c'est pas joli à voir. Et ça me dégoûte qu'il me regarde. Ah bon? Et je dis, mais non, et vous, ça fait longtemps que vous avez ces problèmes de peau? Elle me dit, ben, depuis l'âge de 15 ans. Ah bon? Je dis, mais est-ce que vous avez été voir des dermatos? Ah ben oui, ça fait depuis que je suis jeune, je suis suivi. Ah bon? Est-ce que vous avez été voir un psychologue?
Parce que la peau, c'est l'écran à cristaux liquides. Et ce qui apparaît sur la peau, c'est ce qui est déréglé à l'intérieur. Ça sert à rien de mettre de la pommade quand t'es bileuse. La pommade, elle gère le... C'est comme si tu mets de l'enduit sur un mur qui est fêlé. Et même si tu crois au miracle, c'est fêlé, d'accord? Ça sert à rien. Il faut régler le problème à l'intérieur. Alors je lui ai dit, bon, moi j'ai une question. Au bout de 7 minutes de voiture, je lui ai dit, vous n'aimez pas votre corps? Elle m'a dit, c'est vrai. Alors vous voulez pas que votre mari le regarde? C'est vrai. Alors comment vous allez faire? Ben, vous allez attraper une maladie de peau. Vous me suivez ou... Elle m'a dit, c'est ce que ma psy m'a dit au bout de 2 ans de consultation. Vous voyez, 2 ans, 7 minutes. Concentré, mais dans le bon sens. Ouais. Alors, c'est pas pour moi, encore une fois, parce que c'est logique. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, d'accord? Donc, j'ai gagné beaucoup de temps, parce que dans les études, tu es obligé d'apprendre ce qu'il faut pour savoir ce qui est vrai. Donc, tu as toutes les théories qui ont été remises en cause pendant des siècles, pour savoir maintenant que la dernière, elle est la bonne. Mais nous, on a la bonne depuis le début. Donc, on a toute une masse de connaissances qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens quand commencent leur phrase, ils te disent, bon, je veux pas dire ça, je veux pas dire ça, je veux pas dire ça, je veux pas dire ça. En fait, je veux dire ça. Ben, dis-moi ce que tu veux dire. Parce que l'autre, il faut pas qu'il croie, ne croit pas que, ne croit pas que, ne croit pas. Mais je crois rien, je te laisse parler. De toute façon, tu me parles, tu me présentes une tarte aux fraises, je me dis pas, ah, peut-être que c'est un fondu au chocolat. Tu me dis, je vais t'aider, je pense pas, tu me manipules. Moi, je suis cool, je suis normal, je suis... Ouais, vous me suivez ou non? Maintenant, tous les a priori mentales, psychiques et psychiatriques que tu développes, ils font que tu as des voiles d'interprétation de la réalité qui font que tu reçois 1% de la réalité. Alors déjà, quand tu la reçois à 100%, c'est pas évident de l'assumer. Ouais. Mais si ton aimant, il est collé que sur 1% de la surface, comment veux-tu qu'il tienne le poids de l'objet qu'il est censé retenir? Donc c'est exactement pareil. Ça, c'est ça les aimants. C'est qu'ils s'aiment. D'accord? Donc, si on dit ça maintenant, une personne, elle doit construire cet endroit-là. Elle doit construire ce jeu. Ouais. Et dans ce jeu, il y a un élément fondamental qui s'appelle la joie. On a dit, ce que tu as reçu de ta famille, de tes enfants, de ton inconscience, parce qu'on est jeune. Vous savez, il y a un moment, c'est le meilleur moment de la vie, en fin de compte. Ouais, ça s'appelle l'insouciance. Tu es jeune, tu penses à rien, tu écoutes de la musique, tu t'en fiches de redoubler, tu perds ton blouson, de toute façon ton père il t'en paye un autre. C'est la légèreté de la vie. Et après, tu vas rentrer dans la réalité. Ouais. Maintenant, il faut savoir qu'un insouciant ne peut être insouciant que sur le crédit d'un soucieux qui est soucieux pour lui. Ça va? Ça va. Pour ça que quand vous trouvez des gens qui sont insouciants à 50 ans, ça veut dire qu'ils ont encore trouvé un pigeon pour être soucieux pour eux. Ça s'appelle le transfert de soucis. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que quand je reste insouciant, en fin de compte, parce que c'est une période nécessaire, puisque là, je suis en train de recevoir l'énergie, c'est pour ça qu'on peut pas fumer, on ne peut pas utiliser son portable pendant le plein de l'avion, parce que là, on est en train de remplir de l'énergie. Donc, au moment où tu es en train de remplir, il ne faut pas de soucis, parce que sinon, tu vas mettre de la ramasse. C'est pour ça que les enfants qui ont une enfance difficile, toute leur vie, leur énergie, elle va être polluée par une négation. Parce qu'à chaque fois que leur bonheur, ils l'ont reçu, il était pollué. Donc ça crée un syndrome très connu en psychiatrie qui s'appelle le oui mais. Parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent avoir le complet, puisqu'il y a toujours un mais. Mais quelqu'un qui est capable de dire oui sans dire mais, ça veut dire que ce qu'il a reçu comme énergie vitale au départ, c'était 100% pur. C'est-à-dire que les parents lui ont donné sans aucun calcul. La vie, elle lui a donné sans aucun calcul. Donc lui, il n'a pas besoin de se défendre contre le malheur qui est caché derrière le bonheur. Contre la perversion qui est cachée derrière le narcissique. Ouais. Il n'a pas besoin, puisqu'il a reçu que du cachère. Vous me suivez ou non? C'est comme moi, je viens ici, j'ai pas d'arrière-pensée. Après, lui, il me dit, non, mais regarde, c'est cachère. Je dis, mais si je pensais que tu faisais pas cachère, tu crois que j'aurais mangé? T'as compris ou non? Donc ça veut dire, et en plus, pourquoi le bon Dieu il va me mettre à l'épreuve sur le cachère? Puisque moi, je fais attention. Est-ce qu'on refait les exercices de CM1 quand on est en terminale? Donc, si vous comprenez ça, donc la personne, elle doit construire ce capital. Ouais, elle doit capitaliser. Et après, elle doit régénérer son capital. Et c'est ça l'erreur fatale. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que leur capital de joie est infini. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, ils croient que leur capital de joie se régénère de superficialité. Genre, tu as une belle maison,
tu es une femme mignonne, tu as des enfants bronzés, d'accord? Tu gagnes de l'argent, tu as une belle voiture. Donc il croit que la beauté du cercueil donne la vitalité au cadavre. Non. L'énergie, elle est à l'intérieur. Ouais. L'énergie, elle est dedans. Donc, elle ne peut être revitalisée que par une énergie qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que l'énergie superficielle ne peut pas nourrir une soif essentielle. Donc il se crée des ambiances, des boîtes de nuit, des soirées, des copains, des rigolades, mais ça bouge pas. Pourquoi? Parce que le meilleur des films, il va se finir. Il y a marqué end. La meilleure des doses, elle va s'arrêter. Elle va revenir. Donc la plus belle des niveaux d'inconscience, le plus beau niveau de déchirade, ouais, il va se calmer. Et quand la dose, elle va baisser, même la morphine, elle ne marche plus. Tu vois comment écrit le gars? Pourquoi? Parce que la morphine ne fait plus d'effet. Ouais, alors c'est pareil. Si toi, tu es dans une logique où tu veux mettre des couvertures sur la crasse, la saleté ne s'en va pas. Si toi, tu ne veux pas cicatriser la plaie, non seulement qu'elle ne cicatrise pas, mais en plus, elle s'infecte. Or, un problème qu'on n'accepte pas, c'est comme une plaie qui ne se ferme pas. Hier soir, j'ai fait cours. Il y a une dame qui est venue, voilà, ça fait 1 an qu'il est parti, et c'était ma vie, c'était mon frère, c'était mon père, c'était mon... Je la voyais, 1 an et demi, 2 ans, je lui ai dit, mais vous ne faites pas le deuil. Il y a 2 manières de ne pas faire le deuil, 2 raisons. Soit, c'est parce que tu penses que si tu es heureuse, donc l'autre, c'est une forme de trahison, par rapport à la douleur de la séparation. Soit, c'est parce qu'au fond, l'autre, tu n'as pas profité de sa présence physique pour fabriquer son reflet psychologique. Vous me suivez ou non? C'est qu'on a un père et une mère physique. Tant qu'ils sont avec nous, on fait un travail pour fabriquer le pendant psychologique du parent physique. Maintenant, le père physique, il m'a créé la conscience mentale, et la mère physique, elle m'a créé la sensibilité. Maintenant, quand j'ai les deux, à 120 ans, quand ils vont me quitter, entre-temps, moi, j'ai fabriqué le pendant psychologique. D'accord? Donc, quand j'ai la souffrance de la frustration de la perte physique, c'est pour ça qu'on a 1 an de deuil, mais si ça continue après, c'est qu'au fond, tu n'as pas fabriqué le pendant du père psychologique. Du coup, toute ta vie, tu recherches le père que tu n'avais pas. Vous me suivez ou non? Parce que c'est vrai que tu peux marcher en tenant la rampe, mais tu peux aussi marcher en lâchant la rampe. Mais comme toi, tu t'es habitué tout le temps à la rampe, le jour où la rampe s'en va, tu bascules. C'est pour ça qu'on les appelle des rampes. Les remparts. Non, ça c'est une nouvelle, ça, merci. Ouais, elle est arrivée pour réveiller ceux qui dorment. Ouais. Non, mais comme je suis en improvisation totale, je ne sais même pas où je vais, donc je ne peux pas rythmer avec les blagues et tout. C'est comme ça vient. On se fait un petit kiff, enfin, comme un délire de jazz. Tu pars sur un truc et voilà. Maintenant, si c'est intéressant, c'est bien. Sinon, vous pouvez partir. La bouffe était bonne. Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris maintenant. Moi, je dois fabriquer cette personne-là. Alors, comment on crée cette personne-là? Comment on la développe? Alors, il y a un jeu, au départ, qui est là. Et après, il y a 2 tendances. Une tendance qui s'appelle Yetzer Hara, une tendance qui s'appelle Yetzer Tov. D'accord? Bon, si on n'est pas religieux, c'est pas très grave. Ça se soigne. Ouais, on va appeler la tendance négative la tendance positive. D'accord? L'autodestruction ou le côté créatif des choses. Le yin et le yang. Dr. Jekyll et Rav Hyde. C'est que tout le monde est d'accord qu'on est un peu bipolaire. Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on a une proposition qui n'est pas nous. Une fois, une femme, elle m'a dit, Rav, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Maintenant, panim en hébreu, ça veut dire face, mais c'est au pluriel. Et pnim, c'est les mêmes lettres, ça veut dire intérieur. Maintenant, chez les gens équilibrés, leurs panim sont l'expression de leur pnim. Maintenant, s'il y a une distance entre ce que tu montres et ce que tu es, ce qu'on appelle l'hypocrisie, ouais, c'est un problème. Pas parce que tu es hypocrite, il en faut des hypocrites, c'est normal. Ouais. Comment on pourrait renouveler le parterre du monde religieux? Non, mais on a besoin, mais c'est parce qu'on a besoin
que tu sois toi-même. Parce que comme ça marche dans les deux sens, le moi, on a dit, il prend cette énergie, il l'envoie dans le corps, il l'envoie dans le vécu, il l'envoie dans la réalité. Mais après, il y a le retour. Parce que de ce côté-là, ça s'appelle exister, ouais, sur le mode de l'expérience. Maintenant, le retour de l'expérience, c'est-à-dire le retour de l'existence, la résonance, on dit en français, la résonance de l'existence au travers de l'expérience, ouais, c'est-à-dire que ce que je deviens grâce à ce que je fais, ouais, donc ça revient chez moi, dans l'autre sens, ça s'appelle la maturité. Et ça s'appelle la joie. Pourquoi? Parce que si de passer de là à là s'appelle être, maintenant la conscience d'être, ouais, elle crée chez l'homme la satisfaction d'être. Et la satisfaction d'être, c'est la joie. Donc les gens qui ne sont pas, soit parce qu'ils ne se réalisent pas, soit parce qu'ils font semblant, ils ne sont pas contents. C'est pour ça que tu vois des gens qui gagnent 25 millions de dollars par film et qui sont quand même obligés de se shooter comme le mec jeté là-bas en bas de la cave pourrie du HLM de Blanc-Ménil. Je comprends pas, ils n'ont pas la même vie quand même. Ouais, l'autre, il n'a pas d'espoir, il n'a pas de futur, il n'a pas de truc, il n'a rien. Et l'autre, il a Beverly Hills, 7000 mètres carrés habitables, 17 salles de bain, une blonde, une brune, enfin tous les genres de bières qui peuvent exister. D'accord? Il a 4 voitures, il a une Aston Martin à l'arrière de la Bentley. Mais pourquoi le mec, il est obligé de s'isoler pour... Pourquoi? Tu te mets, Brad, arrête de faire le pitre. D'accord? Mais c'est... Ça va? Je sais, vous vous dites, mais comment il connaît tout ça? Ça s'appelle en français l'exploitation de la connaissance. Parce que moi, 3 titres sur Internet, c'est comme si j'ai lu 24 journaux d'analyse de la société. Et comme la plus brève, c'est la plus représentée, donc c'est la plus facile à comprendre. Ça s'appelle la jet set. Ça veut dire que tu prends un set complet, tu le jettes. Si tu t'arrives en retard pour l'avion, tu te fais jeter facilement. Easy jet. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris que quand on prend... Non, c'est très intéressant pour vous. Hein. Moi, j'ai étudié la Torah, mais pour tous ceux qui s'imprègnent entièrement de ce que Internet leur donne, il faut quand même bien comprendre que c'est une machine à fabriquer des brels. Et ça marche. On le voit tous les jours grâce à Dieu. On voit que le niveau d'analphabétisme et de raisonnement, il baisse de plus en plus. Parce que si tu vois le succès des nuls, ouais, tu comprends que les gens sont de plus en plus bêtes. Et quand tu vois la programmation, c'est vraiment de l'Arnouna et c'est pas Cyril qui va me contredire. D'accord? Donc cette logique-là, ouais, cette logique, c'est ça l'Arnouna, c'est les déchets rejetés par le corps. Ouais. Donc cette logique-là, quand on était jeune, on rentrait dans les pâtisseries, on demandait « Bonjour madame, je voudrais un gâteau à l'Arnouna. » Pardon? Ils n'en avaient jamais. Donc, si tu veux me dire que c'est dégueulasse, tu vois bien qu'il y en a qui la mangent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut avoir cette satisfaction que quand on est. Et quand tu es, tu es, d'accord? Il faut déjà que tu aies réglé les problèmes d'orthographe. Bah oui, parce que regardez, je vous la fais. Vous écoutez bien. Tu es ce que tu es. Ça va toujours? Tu es ce que tu es. Ça va toujours? Tu es ce que tu es, ou tu es ce que tu es. Parce que regarde bien ce que tu haïs, c'est jamais très loin de ce que tu es. Bah oui, parce que comme tu es en refus de savoir ce que tu es, donc ce que tu reproches à l'autre, c'est souvent ce que tu es. Ça s'appelle un transfert de culpabilité. J'ai même un transfert de responsabilité. Tu vois, c'est ta faute si on est en retard. Je t'avais dit, voilà, t'es resté 3 heures. D'accord? Alors qu'en vérité, on est 2. Ah, il est bête comme toi. Mais on l'a fait à 2, mon amour. Je ne l'ai pas fait seul. Ni par Wi-Fi. Et même si on a été éprouvé, c'est quand même pas un bébé éprouvette. D'accord? Donc il a minimum de toi et de moi. Donc je ne peux pas dire, mon fils, il est beau comme moi et bête comme ma femme. Ça marche plus. À cause de la génétique, il est à moitié khmar comme toi et moitié beau comme toi.
pour ça qu'on dit quand il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. Ouais. Et bien cette logique-là, c'est que si toi, tu acceptes que la réalité qui est en face de toi, elle te concerne, et c'est ça la Emouna, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre de cette réalité. Maintenant, le bon Dieu, avant que je vienne au monde, il a préprogrammé ma carte mémoire, enfin ma carte, qui s'appelle la Neshama, de toutes les situations qui seront nécessaires pour que je puisse devenir la personne que je suis censé être. Ça va? Alors, dans la Kabbalah, ça s'appelle le Tikkun HaNeshama. Ouais. Dans la psychologie, ça s'appelle l'école du devenir. D'accord? Dans la médecine, ça s'appelle l'accompagnement équilibré d'un corps pour qu'il reçoive toutes les ressources naturelles qui feront son épanouissement maximum. Ouais. C'est la diététique. Mais dans tous les cas, ces trois axes-là, l'axe Neshama, l'axe Nefesh psychique et l'axe corps, ils vont être parallèles. Bah oui, parce que, en fin de compte, tu exprimes ton jeu en véhiculant une énergie divine à travers un corps. Donc les trois, ils sont obligés de fonctionner. Ça veut dire que quand tu es là, ton corps, il est là. Quand tu agis, je vois que tu voles. Tu dis, ah, c'est pas moi. Mais on t'a vu voler, il y a tes empreintes, d'accord? On a les vidéos, on a la photo, on a ton ADN, qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc ton corps, il a volé. Ah oui, mais c'était plus fort que moi. Donc ton esprit, il a volé. Et ta Neshama, elle a volé. Parce que si tu n'avais pas de Neshama, tu ne serais pas vivant. Donc ça veut dire que quand tu existes toi, tu fais exister ton corps et tu fais exister Dieu. C'est pour ça que quand un juif il fait une faute, c'est un chilou Hachem. Puis mais quel rapport avec le bon Dieu? Laisse-le tranquille. Vous savez ou non? Si son fils il fait une bêtise, on vient te voir et dire ah, j'ai vu ton fils en train de faire du bouche à bouche à une femme mariée, il est secouriste. Toi tu dis écoute, mon fils il fait ce qu'il veut. Ah non, mais c'est quand même l'éducation, soi-disant la religion. Pourquoi ça retombe sur toi? Parce que tu es son père. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de créer une religion exprès pour ça. Parce que c'est la recherche de lequel des deux qui est Saint-Esprit. D'ailleurs, ça s'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, elle n'est pas mauvaise, celle-là. Il faut la comprendre. Mais comme ils ont fait une croix dessus. Donc si... Vous n'avez pas vu venir, hein, quand même. Il faut l'élasticité neuronale, c'est très intéressant. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'arrêtes pas de faire des blagues? Parce que c'est le minimum de l'activité cognitive. Après, tu as la réflexion, tu as la philosophie, tu as la musique, la poésie, la méditation, la transcendance. Ouais, mais le minimum, c'est l'humour. Vous me suivez Donc si tu n'arrives même pas à trouver un jeu de mots, comment tu vas comprendre le lien entre l'unité de l'univers au niveau temporel et l'unité de l'univers au niveau physique? Comment tu vas accéder à la physique quantique si déjà tu ne comprends même pas un jeu de mots? C'est normal, ouais? D'accord. Alors la Kabbalah, laisse tomber. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a plein de... Le cinéma chinois, tu l'as jamais abordé, alors. C'est pas très grave. Ah ouais? Il n'y en a pas de mal à renoncer aux choses qu'on ne peut pas accéder. Bien que normalement, l'accessibilité intellectuelle de la réponse, elle est le même que l'accessibilité intellectuelle de la question. Donc quand quelqu'un, il trouve la question, il ne trouve pas la réponse, non, c'est qu'il ne veut pas la réponse. Parce que c'est le même niveau. Il y a un bâton, il est blanc et bleu. Quand tu tiens un côté, pourquoi tu tiens l'autre? Pourquoi tu ne vois pas l'autre côté? Ouais, c'est pas évident, j'ai pas de ressenti, j'ai pas le déclic. Mais prends des claques, tu vas avoir le déclic. D'accord? Pourquoi? Parce que si moi, je n'accepte pas le potentiel de remise en cause qu'il y a dans ma recherche, donc j'ai déjà exclu de trouver la réponse, puisque la réponse, elle dépend de la remise en cause. C'est QFD, ce que fait Dieu. D'accord? Donc, si c'est ça maintenant, on a dit qu'une personne, elle doit perpétuellement reconstituer son capital de joie. Et c'est ça l'erreur, encore une fois, que les gens ils croient que c'est infini. Je vous donne une image. Il y a un arbre, il y a des branches, il y a des feuilles, il y a des fruits. D'accord? Cet arbre, il a un tronc. Dans le tronc, il y a de la sève. Et il y a des racines. Super. Maintenant, le tronc, c'est la personne, c'est le moi. L'écorce, c'est la dignité, le respect de soi, la protection personnelle. La sève, c'est l'énergie vitale qui donne de la vie. Les branches, c'est la structure mentale, très importante. Ouais. Pour les gens qui ne sont pas des invertébrés du cerveau.
Après, les feuilles, ce sont les attitudes. Il y aura des milliers d'attitudes. Bonjour, au revoir, comment ça va? Les fruits, c'est ce que tu produis. Maintenant, chaque saison, tu vas produire des fruits. Chaque année, tu vas faire des actes. Tu vas avoir des attitudes. Et ça revient, ça se régénère. Au Hachem, la nature, elle est bien faite, que le réservoir d'actes et le réservoir d'attitudes, il est pratiquement infini. Maintenant, tu peux tailler un peu les branches. Il faut faire attention. Parce que des fois, tu tailles l'arbre, ça le rend plus fort. Des fois, tu le tailles et il meurt. Ouais. L'écorce, il ne faut jamais l'enlever. Touche pas à la dignité. Tu dis, oui, mais moi, c'est par amour. Moi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à m'annuler. Je suis à l'abnégation. Non. Quand tu enlèves l'écorce, l'arbre, il meurt. Donc, il ne faut pas confondre abnégation et autodestruction. Ouais. Mais le plus important, c'est de jamais renoncer à l'énergie vitale. Parce que quand tu vois des gens qui craquent, c'est parce qu'ils ont donné des actes, ils ont donné des attitudes, ils ont donné d'eux-mêmes. Mais quand tu sens que tu craques, ça veut dire que tu as donné plus que ce que tu devais donner. Maintenant, quand tu donnes plus que ce que tu dois donner, c'est soit que la personne qui te demande, c'est un vampire ou une vampire, ouais, donc elle veut ton énergie pour économiser la sienne, soit c'est que tu as tellement peu confiance en toi que tu en fais plus que ce que tu devrais parce que tu penses toujours qu'il n'y en a pas assez. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à donner les cours, il y a 28 ans, 30 ans, en 98, je faisais cours. Ça fait 30 ans? C'est vrai? Mais en 92, je donnais cours aussi. Je crois qu'en 88, j'ai commencé à donner cours. Et bien, je donnais tellement d'énergie dans les cours que quand je finissais, j'avais mal dans les os. Comme à Kippour. Quand tu as bien prié à Kippour, tu es effondré d'épuisement, tu as mal dans les os. Alors, j'ai été voir un gars qui est un peu dans les énergies comme ça. Il m'a dit, t'as pas assez confiance en toi. T'en donnes trop. Parce que tu as tellement peur que l'autre soit déçu que tu en rajoutes. Surtout quand tu as été élevé dans une école de la surenchère. Ouais. Et en plus de ça, que tu ne comprends pas que ce que tu produis, c'est moins important que ce que tu es. D'accord? C'est comme si tu vas faire un gâteau pour 94 personnes, alors qu'on est 4 dans la famille. Tu dis, ça va, il y a pour tout le monde? Bien sûr qu'il y a pour tout le monde, puisque tu as exagéré. Oui, eh ben c'est pareil. Des gens qui vont faire dans la surenchère, ouais, genre un mariage à la coco, alors qu'ils vont divorcer cette année, de toute façon. C'est dommage. C'est qu'ils ils ont pas fini de payer le traiteur, et ils payent déjà la pension. Heureusement qu'il a épousé la fille du traiteur, comme ça il cumule les dettes. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que... De quoi je parlais? Et avant? Personne ne suit ou quoi? Ah oui, c'est qu'en fait, que quand tu donnes trop d'énergie, c'est parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Vous me suivez ou... Voilà. C'est comme si un soldat, on lui donne un armement de folie, et pourtant, il doit être capable de se défendre tout nu. Le commando, il n'a rien. D'accord? Il n'a rien, il se bat, il se truc. Il rapprend une brosse à dents, il tue 4 mecs. Il prend un stylo, il tue un autre. Alors, tu vois, à quoi ça veut servir de lui donner un fusil qui tire dans les coins, avec vision laser, avec rattrapage de signal de missile, le mec, il tue avec un doigt. Ouais, c'est comme ça. Il a besoin, pour utiliser un outillage sophistiqué, il doit être lui-même extrêmement indépendant. Et bien dans la vie, c'est pareil. Comme tu ne sais pas exactement de quoi la vie elle va être faite, donc je te conseille d'être fort tout nu. Mais si tu es fort que à cause de ton image, ou tu es fort à cause de ton entourage, fais attention parce que des fois tu es tout nu. Hein. On dit en français, on t'a mis à nu. Comme ça, ils faisaient à l'époque. À mon époque, moi j'ai grandi dans les quartiers très sérieux. Quand ils attrapaient un chef de bande, un voyou, ils ne le frappaient pas. Ils le mettaient en slip dans le couloir du commissariat. Et le caïd, ouais, il a plus son jean, il a plus son blouson en cuir, il a plus sa coupe, il a rien. Il est redevenu Fernand du Tilleul. Lui qui se fait appeler James Midatadine. Ouais. Et il a tout perdu. C'est fini, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que si toi tu n'existes que par rapport à ton image, donc quand on t'enlève ton image, tu n'es plus rien. Mais quand tu es une personne, même toute nue, tu as plus de dignité que celui-là. C'est pour ça que l'autre, je te dis, il était tout nu devant la chambre à gaz. Et l'autre, il était avec son uniforme, son manteau en cuir, son berger allemand
puisque lui c'est le berger, l'autre c'est l'allemand, d'accord? Ils se ressemblent, ça semble. Les chiens, ils ressemblent souvent à leur propriétaire. Avec sa casquette, avec la tête de mort. Ouais. Et lui, il s'énerve, il crie, toi le juif, pourquoi tu ne demandes pas pitié? Et l'autre, il dit, non, c'est mon heure, le bon Dieu l'a choisi, je vais faire le kratchema tranquille. Donc lequel des deux qui est enfermé, lequel des deux qui est petit? Je l'avais lu une fois dans un livre sur les camps de la mort aussi. Il disait qu'à la fin de la guerre, les déportés, ils ont attrapé des SS. Il les frappait, il pleurait, je t'en prie, j'ai une famille. Et le gars, il raconte, il dit, on avait remarqué, nous, que c'était très très rare un déporté qui pleurait ou qui demandait pitié. Pourtant, les mecs, ils se faisaient matraquer, ils baissaient pas la tête. Et l'autre, soi-disant, la race supérieure, ouais, SS, c'est super salaud, d'accord? Un bon à rien, en fin de compte, ouais. Et bien là, il se met à quatre pattes, il se met à pleurer, il demande la pitié. Mais quelle pitié? On va te pendre, c'est le minimum qu'on peut te faire. On devrait te découper en lanière de tes filines. Ouais. Mais c'est bizarre qu'en fin de compte, le pauvre type, c'est-à-dire que celui qui est obligé de créer un monde, créer une guerre pour prouver qu'il est supérieur, en fin de compte, son infériorité, elle est proportionnelle à son besoin de prouver qu'il est fort. C'est comme si toi, tu viens avec 2 mitraillettes, un couteau, un truc, et un gars en slip de bain, il dit frappe le premier. Tu dis, mais je comprends pas, t'as pas peur. C'est-à-dire que c'est toi qui vas mourir. Parce que lui, il a pas peur. Ben, c'est exactement pareil. Toi, comment tu abordes la réalité? Tu abordes la réalité avec un costume ou avec une intériorité? D'accord? Est-ce que tu t'es fabriqué pour être un parent, ou alors tu vas passer ta vie à justifier que tes enfants sont tordus parce qu'ils sont tordus? Mais non, ils sont tordus parce que t'es pas un bon parent. Tu veux que tes parents une fois par an. Oui? Ben c'est pareil, ta femme elle doit être heureuse. Ah mais tu la connais pas, ah mais elle est insatisfaite, elle est jamais bien. Mais si toi tu fais ton travail personnel de devenir, et elle fait son travail personnel de devenir, on a déjà éliminé 90% des problèmes, parce que les 3/4 des problèmes, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Mais comme les gens ils veulent pas faire le travail de devenir, donc ils vont justifier leur non-construction personnelle à cause du caractère de l'autre. Et comment on fait le travail de devenir là? Je suis en train de... Là, vous venez d'économiser au moins 2 ans de thérapie. Là. C'est pour ça qu'on enregistre le cours. Comme ça, après, les gens intelligents, ils réécoutent le cours, ils le mettent par écrit, ils le divisent en 12 séquences, et après, ils deviennent coach. Non, j'ai des gars, ils sont coachs de manager, la vérité. Hein. Il m'a dit, Ria, je prends une phrase à toi, j'ai les grands patrons, je leur vends 500 € la séance de 20 minutes. Il dit, moi, j'ai passé 2 heures avec toi, je travaille 2 ans avec ça. Je devrais augmenter mes tarifs. Donc, non mais, en cracher. Il faut gagner ce que tu as besoin, pas ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est pas forcément bon pour toi. Tu vois, des gens, ils ont beaucoup d'argent et grâce à Dieu, grâce à ça, ils ont réussi à faire des avérotes que toi, tu peux pas te payer. Bien que ça n'a pas de sens, puisque regarde, même le patron du FMI, il a été prendre voir de l'hippopotame. Alors qu'il aurait pu se payer les plus belles filles de New York. Quand tu vois la tronche, tu dis, je vois pas les preuves, mais bon. C'est comme ça, l'amour est aveugle. Donc lui, il a un degré de myopie qui est incroyable. Donc ici, c'est marqué que maintenant, moi, je dois devenir moi. Maintenant, comment je deviens moi? Alors j'ai 2 choses. Je dois avoir la connaissance, ouais, et après, je dois avoir l'expérience. Parce qu'on a dit que puisque la résonance de l'existence au travers de l'expérience crée la maturité. D'accord? Donc quand j'ai 12 ans, j'ai des épreuves de 12 ans qui sont adaptées à mon âge de 12 ans et à ma culture de 12 ans. Par exemple, depuis que tu es petit, on t'a dit c'est pas bien de voler, ça sort de voler, c'est pas joli de voler. Après, tu as appris dans la Torah, c'est marqué l'otixol, il faut pas voler. Après, tes parents, ils t'ont mis dans une ambiance de ne pas voler. Après, ton père est très honnête, ta mère est très honnête. Et toi, tu vas à la boulangerie. Et la boulangère, qui est un vrai problème de cécité, Madame Larmia, elle a laissé la grosse bonbonne avec toutes les sucettes dedans. Et elle va à l'arrière de la boutique pour aller chercher la baguette tranchée. Et toi, tu veux mettre la main. Et tu mets la main d'ailleurs. Mais tu prends pas. Et tu dis, je vole ou je vole pas. Si tu ne voles pas, ouais, tu es devenu ce que tu penses qu'il ne faut pas voler. Vous me suivez? Si tu voles, ça veut dire qu'il y a une distance entre ce que tu penses et ce que tu vis. Donc tu n'es pas devenu. Vous me suivez ou là? Maintenant, l'autre, il t'énerve. Et toi, tu t'énerves pas. Maintenant, il t'énerve. Parce que les gens, c'est les 3/4 des gens nerveux, vous disent qu'ils sont nerveux parce qu'on les énerve.
Ça vous parle ou... Ouais, pas du tout. Non, non, j'appuie sur la lourdeur du raisonnement pour que vous compreniez la bassesse du calcul. Parce que quand quelqu'un t'énerve, ça veut dire qu'il touche à ton système nerveux. Mais ton système nerveux, il est dans ta peau, il est dans tes muscles, il est dans ta colonne vertébrale, il est là-bas dans la moelle épinière. Maintenant, la peau, encore une fois, c'est ta dignité, c'est ton respect de toi-même. Les muscles, c'est les midotes, les capacités morales. Le squelette, c'est ta structure mentale d'un homme de 44 ans. Et dedans, il y a la moelle épinière. Tu peux me dire comment l'autre, il a touché ta moelle épinière pour t'énerver? C'est pour ça qu'on dit en français, tu m'as mis hors de moi. Mais moi, je pose la question, quand tu es hors de toi, tu es où? Donc, quand déjà, tu vis de manière pronominale, que tu m'as mis hors de moi, ouais, tu me donnes le courage, je me sens pas bien, d'accord? Tu me pousses à bout, ça veut dire que dans ton cercle à toi, la pointe du compas, qui on a dit, elle est détermination, elle est dehors. Et je rappelle que quand on a tracé un cercle, on ne peut pas retracer le même cercle en mettant la pointe du compas en dehors du cercle. Ça vous dit en géométrie ou non? Oui, non? Oui? Pourquoi? Parce que le point de réalisation, il tourne toujours autour de la décision. Donc si la pointe du compas elle est en dehors, c'est-à-dire que tu vis à cause de quelqu'un ou grâce à quelqu'un. Maintenant, si c'est l'autre qui tient ta pointe de compas à toi, donc là, c'est même pas toi qui vis ta vie. Et quand tu dis tu m'énerves, c'est-à-dire tu as pris mes nerfs et tu me les as énervés. Mais comment tu peux rentrer chez moi, puisqu'il y a quelqu'un? Et les toilettes, quand ils sont occupées, personne ne peut rentrer. Donc si ça rentre, c'est qu'il n'y a personne dedans. Non, je sais. Je sais que c'est pas facile à comprendre. Sinon, vous ne seriez pas là. D'accord? Vous comprenez l'idée? Donc moi, je vous parle que je dois me construire pour remplir ma place. Mais comment je remplis ma place? Parce que je me confronte à la réalité. Et la réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait grandir. Où c'est marqué? Ezeu Gibor, Akovesh et Titro. Ouais. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Maintenant, c'est quoi le Yetzerara en psychologie? C'est celui à l'intérieur qui te propose d'exister à ta place. C'est celui qui te propose de faire l'enfant. C'est celui qui te met en attitude de victimisation. Celui qui fait que tu transfères la culpabilité sur l'autre. Maintenant, comme toi, tu ne développes pas un jeu qui sera capable d'assumer la proposition extérieure, et la preuve, c'est qu'à chaque fois, tu envoies quelqu'un d'autre à la place, puisque c'est pas toi qui vas, puisque tu dis c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même, ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai trop d'émotions, je suis paralysé par la peur. En fait, quand tu es absent, ou absente, d'accord? Donc quand moi, Gibor, Gibor, ça vient de Gever, et Gever, ça veut dire quoi? Gibor, ça veut dire fort, et Gever, ça veut dire quoi? Gever, ça veut dire l'homme, et ça veut dire adulte, d'accord? Maintenant, je te donne le secret. Imata Gever, Ayetzara ou Yeled. Si toi, tu es un homme, ton Yetzara, c'est un enfant. Imata Yeled, si tu es un enfant, l'Yetzara, il est Gever. C'est-à-dire que si tu es fort, la vie, elle est facile. Si tu es faible, la vie, elle est dure. Maintenant, puisqu'il y a un pendant, un rapport continuel entre toi et la réalité, donc quand tu n'as pas l'âge de ta réalité, automatiquement, par exemple, tu fais un enfant tous les ans, mais tu n'évolues pas au niveau maturité. Mais fais attention, parce que peut-être que le quatrième, il sera plus mature à la naissance que toi. Maintenant, si tu vois que tes enfants te poussent à bout, c'est que le bout, il n'est pas très long. Puisqu'à priori, tu as au moins 30 ans d'avance sur eux. Donc comment des gens qui viennent d'arriver, ils peuvent te remettre en cause? Parce que tu manques de recul. Et le manque de recul, il est symptomatique d'une chose extraordinaire. C'est que même si tu as lu toutes les œuvres de Victor Hugo, si on te colle la feuille ici, tu n'arrives pas à la lire. Pourquoi? Parce que tu manques de recul. Alors pourquoi les gens à 40 ans, ils sont obligés de mettre des petites lunettes? Parce que là, le manque de recul, il est flagrant. Donc toi, tu n'as pas vu tes enfants grandir. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi. Parce que tu étais tellement occupé à t'occuper des bêtises que quand ils sont arrivées les choses importantes, c'est une gamine ou un gamin qui était là. Donc en fait, le recul que tu prends sur toi, il permet de prendre le recul sur l'autre. C'est pour ça qu'il faut d'abord éduquer l'enfant qui est en toi avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi.
Tu dis, ouais, mais on pense pas à tout ça. D'accord? On a des omelettes à faire, on a des lessives, on a de l'argent à gagner, on a une femme qui dépense. Ouais, qu'on a que ça à faire, nous, de faire de la psychologie comme ça, de carambar. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est pour gagner 10 ans. Parce que les gens ne prennent pas le temps. Donc tu es obligé de leur faire en 2 heures ce qu'ils devraient faire en 10 ans. Maintenant, s'ils sont malins et qu'ils saisissent l'opportunité et qu'ils dépassent la dimension culturelle, intellectuelle, événementielle du cours, d'accord? C'est-à-dire ils dépassent Bernard et Henri et Lévy, les trois, d'accord? Même si ça t'emballe pas, d'accord? Mais alors à ce moment-là, c'est une nouvelle. Ouais, sur les 3 sous, c'est bien. C'est bien. Ok. Donc, si tu dépasses la dimension intellectuelle du discours et que tu comprends qu'en fin de compte que c'est de l'essence de vécu ce que je vous donne, je ne sais pas si vous me suivez. Il y a un gars, avec les 10 premières minutes, il a écrit un bouquin. Là, vous avez de quoi manger pour 3 mois. Mais si vous sortez de la dimension culturelle et que vous acceptez d'être accompagné à l'intérieur de vous-même dans le parcours le plus dur de la vie, le parcours de la remise en cause. Parce qu'on a dit la cause, c'est quoi? C'est d'accepter qu'il y a une conséquence. La mise en cause, c'est d'accepter que je suis la cause. C'est quoi mettre en cause? Tu vois, je le mets sur la table. Alors quand tu le mets en cause, tu le mets en place de cause. Tu le mets en responsabilité de cause. Ouais. Maintenant, si ça c'est la mise en cause, c'est-à-dire que j'ai accepté que je suis la cause, ça veut dire que la réalité qui est devant moi, elle est le fruit de ma participation. Ah, maintenant, bien sûr qu'on est plusieurs. Ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Si on est 2, on a 50%. Si on est 3, on a 33%. Mais comment ça se fait que les 3/4 des gens, ils pensent qu'ils ont 0%? Ah, j'ai rien à voir. Moi, ça me saoule, ça me prend la tête. T'as qu'à t'en occuper. De toute façon, moi, je fais l'argent. Toi, tu fais l'éducation. De toute façon, c'est ta mère, c'est ton fils, c'est ton... Pourquoi est-ce qu'on pense que le bon Dieu, il nous a mis dans une situation qui ne nous concerne pas? Puisqu'on passe notre vie à expliquer qu'on ne devrait pas être là. Qu'on s'est trompé de bar mitzvah, que ce n'était pas le moment, qu'on nous accuse de choses qui ne nous concernent pas. Mais fais le contraire. Fais acte de émouna. D'accord? Même si tu n'es pas tellement religieux. Accepte que la réalité te concerne. Parce que même, moi j'ai pas fait assez d'études, mais il y a une logique bizarre. C'est que dans l'ensemble chimique de l'univers, la compatibilité d'une certaine masse d'atomes qui constituent ton corps, elles ne peuvent coexister avec une certaine autre masse qui s'appelle la réalité que si vous êtes compatible. Vous me suivez ou vous n'avez pas compris? Cette bouteille-là, vous la voyez? D'accord. Il y a de l'eau dedans. Pourquoi l'eau, elle reste dans la bouteille? Oui, je sais. Parce que la densité moléculaire de la bouteille, du plastique, est plus dense que la densité moléculaire de l'eau. Donc elle ne va pas traverser. Mais s'il n'y avait pas de bouteille, il y aurait l'air. L'air, il est moins dense. Donc l'eau, elle va sortir. La preuve que l'air dans la piscine, l'air dans l'eau, elle fait une bulle. Parce que la densité, la pression, elle est pareille de tous les côtés dans l'eau. Vous me suivez ou non? Maintenant, ça veut dire que le fait d'être compatible avec une certaine réalité, elle dépend aussi de l'entourage de la réalité. C'est pour ça qu'on dit que dans le Sefer Torah, chaque lettre, elle correspond à un Ben Israël, et que de la même manière qu'il y a la cacheroute de la lettre, les lettres, chaque lettre a à peu près 500 halachot pour chaque lettre. Ouais. De la même manière que la lettre, elle doit être cachère, et ben d'après le Sod, même le blanc qui entoure la lettre fait partie de la lettre. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu regardes une lettre, c'est noir sur blanc, sans aucune forme de racisme, ouais. Et bien la forme de la lettre, elle n'existe qu'en fonction aussi de la forme du blanc de la lettre. Maintenant, le noir de la lettre, il crée le blanc de la lettre. Maintenant, si le blanc de la lettre ne correspond pas à ce qu'il devrait être, automatiquement, la lettre n'est pas cachère, puisqu'il lui manque dans son noir, il va y avoir, par exemple, si vous collez 2 lettres dans le Sefer Torah, pourquoi c'est pas cachère? Parce que ça forme une autre lettre. Vous me dites, mais il y a un lamed et un mem, ils sont collés. Ben c'est pas un lamed, c'est pas un mem, ils sont collés. Et si on me dit, oui, mais le mem, c'est aussi un chaf avec un vav. Oui, mais là, la Torah les a collés. Attention maintenant. Si tu dis que le blanc, il fait partie de la cacheroute de la lettre, donc et que chaque lettre, elle correspond à une personne,
Donc tu ne peux jamais juger une personne en dehors de son contexte. Mais si tu dis que Dieu, il a créé la Torah avant de créer le monde, restez calme. Si tu as créé la Torah, si on dit que Dieu a créé la Torah avant de créer le monde, et que Dieu il a créé la Torah avant de créer la matière, et que le monde n'est qu'une projection de la matière, donc la Torah, c'est l'essence de la matière. Et la matière, c'est une expression de la Torah. Donc maintenant, si je te dis que le blanc et le noir, ils sont compatibles, donc je te dis qu'au niveau chimique, quand tu prends tout l'univers comme un seul objet, pourquoi mon corps il est ici maintenant? C'est qu'il est compatible avec la masse d'atomes qui l'accueille au moment où je suis là. Sinon, je ne devrais pas être là. La preuve, c'est que ce même corps, si je le mets dans un four à haute température, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas compatibles. La combinaison moléculaire, elle ne va pas supporter 3000 degrés. Donc c'est pour ça que toi, dans certaines ambiances, tu sens que tu prends feu. Parce que tu n'es pas compatible. Et là, tu as l'impression qu'il y a une ambiance qui est mauvaise. Par exemple, tu as très très faim, tu envoies 4 textos pour dire à ta femme que tu as faim, et quand tu arrives, il n'y a rien sur la table. Et elle te dit, tout est au frigo. Et bien, que tu le veuilles ou non, ça jette un froid. Comme disait le professeur Picard, un congelé vaut mieux que 2 tu auras. Non, franchement, Gad Elmaleh, il va pas se rhabiller. Michel Boujna, il a dit dans une petite vidéo, il a dit, si Ben Chetrit, il fait des concerts, nous, on dit, on va vendre des tickets. Il a raison. Mais bon, le bon Dieu n'a pas voulu. Donc, c'est quoi l'idée? On m'a proposé déjà. Mais bon, il faut savoir où on est. Un clown rabbin ou un rabbin clown, c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que moi, la vie va me faire des propositions. D'accord? Les propositions, ça va être des questions. Donc maintenant, moi, j'ai appris la pudeur. On va me faire une épreuve dans la pudeur. Parce qu'une épreuve, c'est pas comme les gens y croient, une épreuve. Une épreuve. Tu les vois le matin sortir avec une Magen David en bois, comme ça. Ça s'appelle le chemin de la Magen David. Ça a été repris il y a 2000 ans par un gars de chez nous, dont l'histoire ne vaut pas un clou. D'accord? Mais dans cette idée-là, c'est quoi? C'est qu'une épreuve, en fait, c'est quoi une épreuve? C'est pas une souffrance. Ça, c'est chez les anxiogènes névrosés. Non, une épreuve, c'est un décapsuleur de potentiel. Comme toi, tu as passé l'épreuve du bac. Tu t'es pas pendu. Pourtant, c'était une épreuve. Ouais, mais pourquoi? Parce que les maths, tu les as appris. Les interros, elles t'ont fait comprendre que tu avais compris. Et l'examen, il t'a fait devenir ce que tu as appris. C'est ça, examen. Examen, ce qui fait sortir ton âme. Non, c'est... Parce que quand tu es à l'école, il y a tes copains, il y a tes cahiers, il y a tes livres, il y a l'ambiance, il y a les exposés qui sont exposés. Mais quand tu arrives à l'examen, il y a la feuille, le stylo et toi. L'examinateur, qui fait partie d'une secte indienne qu'on appelle les Mshon, qui te regarde comme ça, tu dis la trousse, non. Le cartable, non. Le Teilim, non. Parce que le mec, il a tout retranscrit en hébreu, tous les examens de maths. Ouais. Tant que ça lui a appris, il aurait pu apprendre les maths. Mais bon. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as? La feuille, le stylo et toi. C'est très intéressant. Parce que la feuille, c'est la réalité. Toi, c'est toi. Et le stylo, c'est le lien entre les deux. Maintenant, est-ce que tu es prêt à écrire ta vie, toi? Et si tu vas dire, bon, c'est poétique, c'est joli. Non, parce que le Yarbetz, il dit que quand c'est marqué Zochenu besefer hachaim, kodvenu besefer hachaim, il dit le sefer, c'est toi-même. Et toi-même, parce que le sefer, c'est celui qui contient les actes que tu as vécus et les sentiments que tu as ressentis. Maintenant, qui c'est qui absorbe les actes que tu as vécus? Ouais. Et qui c'est qui absorbe les ressentis de ce que tu as vécu? C'est toi. Donc quand tu écris, quand tu dis kodvenu besefer hachaim, c'est pas que tu veux être mentionné dans un livre où il y a la liste des vivants. Ouais, c'est que tu veux être, toi, vivant dans le livre. Maintenant, si tu sais que tu es mort, à quoi ça sert de demander d'être écrit dans le livre des vivants? Donc, vous le suivez ou non? C'est comme toi, tu dis, j'aime pas mon mari, je l'aime plus. Il me dégoûte, il m'écoeure, qui crève, qui meurt.
Mais j'ai dit, ouais, mais il a un mauvais caractère, il est radin, moi je vais aller voir pour Shalom Bait. Mais au fond, tu l'aimes pas. Toi, au fond, tu t'es pas marié. Alors arrête de dire, elle est en retard, elle dépense trop. Au fond, tu t'es pas marié. Toi, tu trouves que les enfants sont bruyants parce qu'en fait, t'en voulais pas. C'est pour ça qu'à la naissance du premier, tu t'es énervé parce que tu dis, mais il m'a pris ma place, celui-là. Vu que tu l'avais acheté pour toi, la poupée. Alors tout ça, c'est évident. Pourquoi on ne le comprend pas? Parce qu'on n'a pas le recul. Et c'est quoi le recul? C'est le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est une caméra que tu maintiens au-dessus de ta tête pour te regarder vivre, te regarder agir, te regarder, t'écouter parler et t'écouter penser. Maintenant, quand toi, en temps réel, tu te regardes et tu peux te juger, tu peux peut-être éviter, tu peux améliorer, tu peux orienter. Mais si tu passes ta vie à attendre que la vie, elle te montre qui tu es, mais qui t'a dit que tu vas survivre aux différentes attaques que ta susceptibilité va supporter? Alors, pour pouvoir te regarder, il faut que tu enlèves un écran qui s'appelle l'ego. Quand tu as enlevé l'ego, c'est facile de vivre. Mais tant que tu n'as pas enlevé l'ego, tu n'y arriveras pas. Quand tu as enlevé l'ego, tu peux vivre avec l'autre. Parce que j'ai déjà dit qu'un amour commun, ça veut dire qu'il faut détruire deux amours propres. Mais tu ne peux pas cultiver l'amour propre et espérer l'amour commun. D'accord? Tu ne peux pas espérer percevoir Dieu alors que toi-même tu te prends pour Dieu. Parce que le mot je et le mot Dieu se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Une fois, j'ai fait un cours. Il y a un gars, j'ai dit, voilà, Rachid, il explique comme ça la Gemara. Le mec, il a levé la main, il m'a dit, écoutez, je suis professeur. Moi, ce Rachid, je ne le connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai mon avis, j'ai mon opinion, j'ai ma lecture. Je dis, écoutez, monsieur, j'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rachid. Alors, si tu rentres en concurrence avec Rachid, je ne sais même pas si ces excréments, ils n'étaient pas plus intelligents au niveau condensation neuronale. Parce qu'il y a un peu des cellules qui partent. Donc, il y a aussi des cellules du cerveau qui partent. Donc, les cellules du cerveau de Rachid qui étaient dans ces excréments, ils ont plus d'intensité existentielle que toi. Et tu vas me dire, j'exagère, oui, tu as raison, en fait, c'est pire. D'accord? Oui. Donc, c'est ça l'idée. Que la personne, au fond, vous avez compris. Adam Sarich, les Hitgaber, ouais, c'est pas un homme doit se renforcer. C'est Adam Sarich liot Gever. Maintenant, comment tu vas être Gever? Parce que tu es fort. Tu es fort, c'est comme je veux cela. Le tu, c'est toi. Le ES, c'est le flux existentiel que tu véhicules vers l'extérieur. Et fort, c'est le niveau que tu as atteint. Maintenant, à chaque fois que tu assumes une épreuve, tu deviens plus Gever. Donc, tu as une épreuve dans le vol, tu ne voles pas, tu deviens honnête. Tu as une épreuve dans les nerfs, tu t'énerves pas, tu deviens calme. Tu as une épreuve d'intelligence, de bêtise, tu ne deviens pas bête, tu deviens intelligent. Tu maîtrises ta peur, tu deviens courageux. Tu te mets au travail, tu luttes contre la flemme. Donc en fin de compte, l'école du devenir, pour répondre à la question de la rabbinite, d'accord? L'école du devenir, rabbinite Raliwa, je crois qu'on est dans une série là. Ouais. Hein? C'est ça? Bon. C'est que l'école du devenir, en fin de compte, c'est quoi? C'est que le bon Dieu, l'école, c'est la vie. Le bon Dieu, c'est le proviseur. La Torah, c'est le programme. Les exercices, c'est les épreuves. Les camarades de classe, c'est les gens qui t'entourent. Et le professeur de travaux dirigés qui te propose les exercices. C'est l'Yetzirah. C'est pour ça que les Khamim, ils l'appellent Tov. Alors que nous, on l'appellera. Parce que le Yetzirah, quand tu l'utilises, il t'amène au Gan Eden. Et quand tu le subis, il t'amène au Gehinam. Les gens ils demandent, oui, mais est-ce que le Gehinam, ça existe? T'as vu un grand nerveux, toi? T'as vu un schizophrène? T'as vu un coléreux? T'as vu un méchant? T'as vu le Gehinam? Il est là, le Gehinam. Pourquoi les gens, ils se demandent? Et il m'a dit, mais Rav Chétrit, vous êtes cartésien, vous, pragmatique, vous sentez pas que tout ça, ça a été inventé pour les rabbins, pour terroriser les gens du peuple? Je dis, mais le coléreux, tu vois pas qu'il est en enfer? Puisque lui-même, après, il dit, c'était plus fort que moi, j'ai tout cassé, j'ai tout détruit, je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas. Tu vois pas qu'il est en enfer? C'est pour ça qu'il dit le Ramban, Kol mine geinam sholtimbo. Ouais, pendant qu'il est vivant, déjà, il a toutes sortes d'enfers. Celui qui est dans la peur, il n'est pas en enfer. Celui qui est dans la maladie de la conquête. J'ai eu un gars comme ça, là, il n'y a pas très longtemps, 20 ans de mariage, 20 ans d'adultère. Wow, de la précocité.
Non, je lui dis, tu n'es pas un rachat. Tu es un malade. En plus, le gars, il a une femme magnifique. Ouais. Il a des très beaux enfants. C'est qu'il a vraiment besoin. Elle n'a jamais dit non. Non, le mec, il veut la Vera, il veut la Goya, il veut la copine de la femme, il veut la personne qu'il a invitée pour passer Shabbat, il veut elle. Ça veut dire, il veut la Khara. Mais de haut niveau. Moi, je me suis intéressé à ça parce que j'ai pas fait d'études de zoologie, donc j'ai pris ça. Et quand je vois des gens comme ça, qui ont le meilleur, et que je leur demande pourquoi vous cherchez le pire, c'est qu'est-ce qu'il me répond? Mais le mec, 150 magasins, il s'est marié avec ex-Miss Israël. Elle passe dans la rue voir le chirophare. Avec qui il trompait sa femme? Avec la chef des stocks. 59 ans, toute fripée. Les deux à l'arrière sur des cartons, comme des chiens. Et quand je lui demande pourquoi, je ne veux pas mourir bête, rien que dis-moi pourquoi. Et la réponse, elle est choquante. Vous êtes prêts à écouter ou... Il m'a dit, monsieur le rabbin, vous ne pouvez pas apprécier le goût du sordide. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quand tu es tordu, tu te nourris du tordu, tu vis du tordu, tu kiffes le tordu, tu jouis le tordu. Et quand tu es cachère, tu jouis le cachère. Maintenant, pour aller kiffer le cachère, comme un gars, il me disait, moi, je vais voir le prostitué, mais je veux pas de préservatif. Pourquoi? Parce que le kiff, c'est de prendre le risque de mourir. Sinon, quel kiff de quoi? Pourquoi faire? C'est bizarre. Moi, j'ai vu des cas. Moi, j'ai pas la télé. Donc, j'ai un dossier spécial, envoyé spécial au téléphone. Je lui dis, mais j'ai compris en fait que si quelqu'un ne crée pas un jeu pour rentrer en balance de son Yetzer Hara, eh ben, il va s'identifier à son Yetzer Hara. Et comme le Yetzer Hara, tu l'as depuis la naissance, donc ton jeu, il ne grandit que quand tu le développes. Donc à 13 ans, tu te retrouves avec un Yetzer Hara de 13 ans et un jeu de 1 an, un jour. Maintenant, comme les gens ne font pas les exercices de la vie, parce qu'à chaque fois ils pensent que ça ne les concerne pas, ou parce qu'ils renvoient le problème chez l'autre, ou parce que ça les saoule, ou parce qu'ils n'ont pas le courage, donc la vie elle grandit, les épreuves elles grandissent, l'âge il grandit, mais eux ils grandissent pas. Ce qui fait qu'ils ont une réponse qui n'est pas adaptée à la... Et comme l'adaptation c'est l'intelligence, donc ils sont de plus en plus CON. Et comme de passer de là à là s'appelle la vie, donc comme ils n'arrivent pas à se réaliser, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes, donc leur moi extérieur ne correspond pas à leur moi intérieur, et que de passer de là à là s'appelle la vie, donc ils sont morts. C'est pour ça qu'elle dit Rechaim, Bechayem, Nikraim Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. C'est pour ça que les Rechaim sont incohérents. C'est pour ça que les Rechaim sont immatures. Bah oui, parce qu'on a dit que la maturité, c'est la résonance de l'existence. Donc celui qui ne se réalise pas peut pas devenir mature. Après, celui qui arrache est obligé d'être menteur, parce que le mensonge, c'est quoi? C'est pour légitimiser la distance entre ce que tu es et ce que tu devrais être. Donc il est obligé de mentir. Ouais. Après, il est obligé d'être coléreux, parce que s'il ne fabrique pas une paroi de protection terrorisante, l'autre il va se rendre compte qu'il est nul. Donc il est obligé d'être coléreux. Donc tous les défauts en fin de compte du rachat, ils se retrouvent chez la personne qui n'a pas pris l'option de devenir lui-même. Et comme il n'est pas devenu lui-même, et qu'on a dit que être soi-même c'est être, et que la satisfaction d'être c'est la joie, donc c'est normal que le gars il est en dépression. Donc c'est normal qu'il est obligé de prendre de la vodka, qu'il est obligé de prendre de la coke, du shit, c'est normal. Une femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, mon mari prend 10 joints par jour. Je lui ai demandé, écoute, je suis pas très fort en calendrier, mais j'ai jamais vu une année avec 10 mois de juin. Chaque fois que tu arrives à Rosh Chodesh, t'es encore en mois de juin. Encore un juin, encore un juin, encore un juin. Mais un mai avant juin. Elle demande lui dire, Rabbi Chetri, parlez-lui, vous avez du charisme, vous avez trouvé les mots. Ne vous énervez pas. Mais moi, je peux parler à quelqu'un. Il y en a une, elle m'a amené son mari, 10 ans de cocaïne. Attends, le mec, il est même plus là. C'est une seringue. Même si je suis convaincant, je vais convaincre une seringue. Il n'est pas là, il n'y a personne. Il n'est pas là. Ouais, l'entêté. Vous savez que les avions, c'est comme les Marocains, il n'y a pas de marche arrière. Non, je rigole. Ouais. Donc, le gars, tu ne peux pas lui parler puisqu'il est entêté. Tu dis, mais non, vous allez trouver la faille, vous allez le prendre comme ça, vous allez le retourner, vous allez... Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu t'identifies à ton Yetzer Hara, tu deviens comme ton Yetzer Hara.
Donc c'est pour ça que les intellos, ils ont Yetzara d'intello. Les grossiers, ils ont les obsédés, les morphales. Chacun, il a son Yetzara qui lui correspond. Maintenant, quand la personne, elle se connaît elle-même, et c'est ça la grande chance qu'on a, c'est qu'un défaut, on peut en faire une qualité. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi un défaut? C'est une qualité mal utilisée. C'est pour ça qu'un rachat, c'est quoi? C'est un tzaddik qui a mal tourné. C'est pour ça que souvent, les Réchaïm, ils ont un très bon fond. Mais ils l'ont pas optimisé. Ouais. Le contraire aussi, c'est quoi un tzaddik? C'est un rachat qui s'est maîtrisé. Vous suivez? Parce que Kol Agadol Michavero, Yitzro Godel Imeno. Tout celui qui est plus grand que son ami, son Yetzara, il est plus grand. Ah, tu dis alors quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais grandir, le Yetzara, il va grandir avec moi? Bah, bien sûr. Et toi, même ton comptable, il te dit écoute, maintenant, tu es obligé de développer, là, sinon tu vas couler. Tu dis non, mais je suis bien avec mon magasin. Non, il en faut un deuxième. Non, mais j'en ai 22. Maintenant, il t'en faut 48, là. Ça ne marchera pas, là. On a tout recalculé, les balances, les trucs. Tu as trop de stock, ton système il n'est pas bon, il faut élargir, il faut grandir. Donc tu es condamné à grandir. Eh ben, tu es condamné à grandir parce que tes enfants ils grandissent. Tu es condamné à grandir parce que ta femme elle change. Tu es condamné à grandir parce que la situation elle évolue. Tu es condamné à grandir parce que tu es parti t'installer à Miami et puis il faut tout refaire à départ. Mais tu dis non, j'ai 50 ans. Mais oui, mais ça t'a déménagé maintenant. C'est quand même bizarre si tu es une boîte de pub, mais maintenant tu fais la plonge. Ben mais je parle pas l'anglais. Alors tu sais quoi? Avant de faire de t'inscrire au championnat de triple saut, regarde si tu arrives à rebondir. Parce que le tremplin, quand tu l'utilises bien, il te fait sauter 2,50 m. Mais quand tu le prends mal, il te casse les deux genoux. Il te casse les deux chevilles. C'est le même tremplin. C'est pour ça qu'il s'appelle Aliyah. Parce que c'est fait pour s'élever. Ouais. Il ne va pas te casser le nez là-bas à Tel Aviv. Tu te dis, attends, je mange même pas cachère. Pourquoi je suis venu? Donc c'est cette idée-là. Ça veut dire que vous avez compris que la manière de régénérer la joie, oui, c'est que j'atteins la satisfaction d'être. La satisfaction d'être, c'est quoi? C'est que j'ai ma connaissance de la Torah, et après, j'applique juste dans les épreuves que Dieu va me donner. Et la vie, elle va te les donner, les épreuves. Maintenant, tu ne dois pas chercher des épreuves plus grandes que toi. Genre, tu ne sais pas lire, tu crées une yeshiva. D'accord? Tu gagnes le SMIC, tu penses sur toi d'acheter un hôpital. Non, tu vas te calmer. Ouais, tu es mécanicien auto, tu rentres dans une salle de chirurgie, tu dis écartez-vous, je vais vous enlever le cœur. Tu dis écoutez, monsieur, c'est pas un carburateur, c'est un cœur. C'est pas une durite, c'est une artère. Ouais, puis je t'en prie, c'est pareil. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais ta place. Maintenant, normalement, si tu construis ta personne, d'accord, et que tu gères cette énergie, et que tu l'accompagnes dans la réalité, et que tu vois comment Dieu, il est d'une précision violente par rapport à ce que tu dois recevoir, et que toi, tu l'optimises pour grandir, et que tu atteins. Bah, au Hachem, avec ta femme, vous avez atteint la communication. Oh, extraordinaire pour des gens qui s'engueulaient toute la journée. Communication commun comme un. D'accord? Toi, tu as réussi à régler ton problème avec l'argent. Tu dis à ton mari combien ça coûte. Arrête de mentir. J'en peux plus, j'ai plus de 14 ans. Alors mon père, je lui mentais. Ma mère, je mettais l'argent de côté. Mon mari, je lui dis que ça coûte la moitié. Et ouais, jusqu'à quand? 52 ans, tu es encore ref. Tu dis, ouais, mais vous ne connaissez pas quand il se met en colère. Mais c'est la brebis qui fait le tigre ou le tigre qui fait la brebis? Ouais, mais mon mari, c'est un tigre. Enfin, soit une tigresse. Et une tigresse, ouais, c'est quelqu'un qui grandit, qui est forte. Et si toi, au lieu de la tigresse, tu t'engraisses, c'est pas ta surcharge pondérale qui va faire de toi une personne de poids. C'est pas la balance qui va me contredire. Ça va? Il a arrêté de compter. Il y en a, il m'a dit, je vais vous faire le best-of de toutes les blagues. Il dit, on laisse tomber les cours et on attaque les spectacles. Restez calme. Donc, ici, ce qui est marqué, c'est que, encore une fois, tu dois apprendre la Torah. Parce que tu ne vas pas les inventer. Après, tu dois faire les exercices. Mais après, tu dois tirer le bénéfice des exercices. Alors, je vous explique comment, et après, je vous laisse tranquille, parce que je vois que vous êtes au niveau, à la limite de la saturation. Il y en a déjà au moins la moitié qui prie pour que je m'étouffe, mais mon Dieu, il m'a donné encore un peu de vie. Il y a un cycliste, il fait du vélo. C'est fini, je raconte une histoire, vous allez tout comprendre. Je vais résumer les 1h39 en une histoire. Mais si vous avez raconté que l'histoire, vous auriez dit, ah, il raconte des histoires. Il y a un cycliste,
il fait du vélo. Vous savez, à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus, mais à l'époque, sur les vélos, il y avait des dynamos. La dynamo, vous savez, c'est une petite bobine avec un truc qui tourne là. Et en tournant, la bobine produit du courant. Donc on mettait la dynamo en contact avec le pneu il tourne, et il fait tourner la bobine, et la bobine elle produit du courant. Et il y avait un petit câble électrique qui partait de la bobine vers le phare, et ça produisait de la lumière. Super. Un jour, le gars, il se dit, attends, c'est fatigant de pédaler, je suis crevé, puis je vois que je me fatigue de plus en plus, et je suis obligé de remanger pour pouvoir faire des efforts, je suis obligé de redormir pour pouvoir faire des efforts. J'en peux plus, c'est un truc de fou, parce que je me fatigue, je suis obligé de dormir, je dors. Je me fatigue, je suis obligé de dormir, oh, ça va s'arrêter quand? Donc il cherchait ce qu'on appelle en physique le mouvement perpétuel. Il a trouvé. Il a dit quoi? Il a dit, de toute façon, moi, la dynamo, elle ne me sert à rien, parce que je roule que le jour. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché le fil qui était accroché au phare, et il l'a branché dans sa cuisse. Du coup, quand il pédale, il produit du courant. Le courant, il va dans la cuisse. La cuisse, elle trouve la force pour pédaler. Elle pédale, elle fait tourner la roue. La roue, elle fait tourner la dynamo, elle renvoie à la cuisse. Il a créé le mouvement perpétuel. Ça va? Super. Alors, je vous explique le Nimshal, parce que sinon vous allez me prendre encore pour l'éternel second. Tu te rappelles de lui ou non? Polydor. C'est pas normal que moi, à la fin du cours, je suis plus net que vous qui n'avez pas travaillé. Alors que moi, je devrais être épuisé. Moi, je vous ai fait une performance. Bon, c'est pas grave. Ça va, je vais pas me pendre ce soir. Mais, écoutez bien. Tu vois, la personne, elle est comme ça. Vous la voyez là? De toute façon, vous avez un logiciel de fabrication d'images beaucoup plus puissant que Illustrator. Donc, ici, vous avez une personne. La personne, elle est faite en deux parties. À l'intérieur, il y a un réservoir de joie et un réservoir de conscience. Ça s'appelle un réservoir d'effort. À chaque fois que vous faites un effort, vous puisez dans votre réservoir de joie. Par exemple, vous dites, tiens, je vais préparer à manger. Vous aimez faire à manger, mais à part ça, votre conscience, elle vous dit, il faut faire à manger. D'accord? Tu aimes ton boulot, mais en même temps, tu dis, je dois nourrir ma famille. Ok. Donc, en fin de compte, l'énergie de joie, elle va imprégner ton effort. Cet effort-là, il va être orienté sous forme d'impulsion à travers ton système nerveux. Et ton système nerveux, il va réaliser dans ton corps l'acte extérieur. Ça, donc à l'extérieur, c'est ce que tu as fait. Maintenant, tu fais de l'argent, tu ranges la maison, tu écris un livre, tu fais une page de Gemara. Tout ça, c'est pareil, c'est que tu as fait quelque chose. Donc rappelez-vous le cycle. Un effort nourri par une énergie de joie, véhiculé dans un système nerveux qui arrive à l'acte. Super. Maintenant, où est l'erreur? C'est que les gens, inconsciemment, ils vident leur réservoir de joie. Mais ils continuent à faire parce qu'ils sont éduqués, parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils sont religieux. Et à la fin, ils ont une conscience. Ils vident leur réservoir de conscience. Mais ils continuent à faire parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils prennent du café, parce qu'ils ont des dettes, parce qu'il y a des échéances, parce qu'ils ont une famille. Et là, ils n'ont plus que le système nerveux. Et le système nerveux, il craque. Ça a été repris par un auteur marocain très connu qui s'appelait Boual Sarra. Si vous l'avez connu, ouais. Alors je lui dis où elle est l'erreur. L'erreur, c'est que tu ne régénères pas ton réservoir de joie. Alors reprenez maintenant le cycliste. Le cycliste, on l'a dit, il pédale. D'accord? Donc on fait des efforts. On se lève le matin à la prière et on est bien avec nos enfants. Et on prend du temps pour choisir un beau cadeau. Et on nettoie la voiture. Et on fait, on n'arrête pas de faire. Moi, l'erreur, c'est que on ne prélève pas le maaser. C'est que la Torah elle a demandé de prélever le maaser. Donc le maaser, c'est quoi? C'est que dans tout ce que tu fais, il faut que tu aies un double regard. Ce que je fais et ce que je deviens grâce à ce que je fais. Vous me suivez ou non? Par exemple, tu as passé 1h30 à expliquer à l'enfant qu'il faut travailler à l'école. Maintenant, ça fait déjà la 117e fois que tu lui parles. Donc pour lui, tu fais de l'éducation, mais pour toi, tu deviens patient. Vous me suivez ou non? Donc on a dit tout à l'heure qu'en existant, parce que tu fais quelque chose, la résonance de l'existence, c'est ce que tu deviens. Maintenant, quand tu as tout le temps le double regard, ce que je fais, ce que je deviens, c'est ça que le Ramban, il dit dans Y Ramban, chaque jour, quand tu fermes le livre, tu dois regarder qu'est-ce que tu as appris qui peut avoir une retombée sur ta vie courante. C'est normal. C'est pour ça que moi, je ne donne aucun cours où il n'y a pas d'enseignement sur la vie pratique. Moi, la Kabbalah, la philosophie appliquée, tout ça, la science infuse, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai arrêté ça quand j'avais 16 ans, quand j'ai compris que l'action, quand elle rencontre le temps,
y a une obligation qui s'appelle l'efficacité. Alors que celui qui n'a jamais mis en confrontation le temps et l'action, il peut prendre son temps et même arrêter d'agir, parce que de toute façon, il n'y a rien qui l'oblige. Ouais. Donc maintenant, quand on comprend ça, on comprend qu'on a besoin vite d'avoir les outils pour devenir. Donc maintenant, quand je vais avoir le double regard de ce que je fais, de ce que je deviens, donc je vais prélever le maaser, d'accord? Maintenant que j'ai préparé un bon Shabbat, d'accord? Ou que j'ai accueilli mon mari avec le sourire, ou alors que je me suis habillé avec pudeur, alors que j'aurais voulu devenir un papier tue-mouche, d'accord? Pour attirer toutes les mouches du coin. Que j'ai fini ma page de Guémara, ou que je me suis pas mis en colère, ou j'ai pas insulté le gars qui m'a fait la queue de poisson. Toute la vie, c'est des exercices. Le programme, je l'ai appris. Si tu connais pas la Torah, nul n'est censé ignorer la foi. D'accord? Tu vas pas inventer la connaissance. Donc il faut l'avoir. Mais après, le plus important, c'est pas de connaître. Le plus important, c'est de devenir ce que tu as appris. Et c'est quoi devenir? C'est que la chose, elle revient à ton cœur. Et on dit le cœur, c'est l'essence de la personne. Et c'est marqué Vayadarta Ayom, Vashevota El Evavecha. Tu seras aujourd'hui, donc ça c'est la Yedia, Vashevota El Evavecha, et tu ramèneras dans ton cœur. Or le cœur, il dit Rav Nesser, c'est la Metsiout. C'est la réalité, c'est ce que tu es vraiment. C'est pas ce que les gens croient que tu es. C'est pas ce que tu espères devenir. C'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu es. Et ce que tu es, il n'y a que toi qui peux le savoir. Maintenant, c'est comme si toi, tu es un diamant non taillé de 270 carats et tu passes ta vie à tailler le diamant. Maintenant, chaque facette du diamant, elle fait briller le diamant. Maintenant, pourquoi un diamant, il s'appelle brillant? Pas parce que son prénom, c'est Dany. Ou parce qu'il met du gel. Non, parce qu'un diamant, plus il a de facettes, plus il brille. Alors maintenant, pourquoi il brille le diamant? Parce que la lumière, elle crée un arc lumineux entre la facette et l'ampoule. Maintenant, plus il y a de facettes, plus il y a de rayons de lumière. Plus il y a de rayons de lumière, plus la personne elle est brillante. Maintenant, si toi tu as une intelligence à une seule facette, par exemple tu es débrouillard, c'est une intelligence à une seule facette. Maintenant, comment on appelle un diamant avec une seule facette? Une vitre. D'accord? C'est pour ça qu'on voit à travers. Donc, un diamant, plus il y a de facettes, plus il est brillant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toute ta vie, en fin de compte? Tu fabriques le diamant. Tu deviens la personne. Qu'est-ce qui va arriver à 120 ans devant le bon Dieu? Tu crois que tu vas venir avec des sacs de serfa? Avec des sacs de mitzvot? Non, non. Tu vas revenir avec la personne que tu es devenue. Ça s'appelle Ashrei Misheba Lekan Vetalmudo Beyado. Beyado, c'est qu'il est devenu ce qu'il a appris. Maintenant, quand toi, tu as beaucoup appris, et attention, là, tu as fait que la moitié du chemin, parce que les gens, ils sont impressionnés par la culture. Mais la culture, c'est rien. La preuve, quand tu l'organises bien, ça devient de la culture. D'accord? Donc, quand tu as développé la culture, après, il faut faire le travail sur soi pour devenir ce que tu as appris. Maintenant, accessoirement, de devenir ce que tu as appris, ça te donne la joie. Parce qu'on a dit que c'est la satisfaction d'être. Ça donne le respect de soi. Parce que le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à toi-même, comme tu le fais à l'autre. Ça te donne la confiance en soi, parce que la constatation de ce que tu deviens assure tes pas dans l'avenir, donc tu atteins la confiance en toi. Ça donne le respect de soi, ça donne, on l'a déjà dit, ça donne la construction de soi, ça donne la connaissance de soi. D'accord? Après, ça donne ta place à toi par rapport à Dieu. Donc, du coup, ça te met en situation de serviteur. Et donc, ça met Dieu en situation de roi. Mais comme Dieu, il est roi, donc il va être obligé de s'occuper de son serviteur. Et comme tu développes une relation de maturité qui dépasse la dimension de la peur de se faire engueuler, donc tu prends une relation qui est intime et une relation majeure, ouais, de maturité. Donc, tu deviens tzaddik. Et tzaddik, c'est tzedek, et tzedek, c'est la justice, et la justice, c'est la balance, et la balance, c'est l'équilibre, et l'équilibre, c'est la cohérence. Donc le tzaddik, il est cohérent, le rachat, il est incohérent. Maintenant, plus tu es cohérent, plus tu vas être heureux. Maintenant, le seul souci qui reste, c'est que la vie n'est pas figée. La vie, elle bouge. Donc toi, il faut que tu bouges en même temps que la vie, pour recevoir au fur et à mesure tous les éléments que la vie peut t'apporter. Parce qu'on a dit, toi, tu as la culture, ton jeu, il l'utilise, la vie, elle te pose une question et tu réponds à la question, hop, tu grandis. Ça, vous vous rappelez de ça? D'accord? Eh bien, le problème, on aurait dû le mettre en live. Bon. Mais le problème, c'est que ça bouge la vie. C'est que les enfants, ils grandissent, ta femme, elle évolue, ton corps, il change, tes parents, ils vieillissent. Donc le problème, c'est qu'il faut tout le temps s'adapter. Donc vous avez compris que la réalité, elle n'est pas figée. On voudrait qu'elle soit figée. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui croient
que parce qu'ils prennent du temps pour réfléchir, le problème s'arrête d'évoluer. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont besoin de prendre du recul et que la maison, pendant ce temps-là, va pas se vendre. Elle va se vendre. Elle va se vendre. Ouais, et tant que tu n'as pas réglé ton problème de colère, eh ben, tu es nerveux. Eh ben, ta femme, elle continue à être enceinte. C'est pas que la grossesse, elle s'arrête tant que tu restes un con. Et le jour où tu vas devenir intelligent, la grossesse, elle va redémarrer. Après, tu dis, mais l'enfant, il a subi tout ça. Comme disait Confucius, Kol wardo mazalo. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris que ce rapport perpétuel que tu as avec la réalité, qu'on a appelé la joie vulgairement, ouais, et bien en plus, il faut qu'il évolue. C'est ça le souci. Ouais. Ça veut dire que non seulement tu es condamné à être, et tu es condamné à devenir, et tu es condamné à évoluer. Maintenant, si vous avez compris que évoluer, c'est dur, parce que pour les 3/4 des gens, grandir, c'est souffrir. Ouais. Mais grandir, c'est une souffrance pour les gens qui ne veulent pas grandir. Parce qu'il n'y a pas plus chiant que quelqu'un qui ne veut pas danser, alors que toi, tu as envie de danser. Ouais. Il n'y a pas plus lourd qu'un gars qui a 1 million d'euros et à qui on propose 22 appartements en saisie et qui ne veut pas les acheter. Il n'y a pas plus fatigant. Tu vois. Tu te dis, mais moi, je n'ai pas l'argent et j'ai l'opportunité. Lui, il a l'opportunité et il a l'argent, il ne le prend pas. Voilà. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas répondu présent. Et présent, on a déjà expliqué 1 million de fois que présent en hébreu, c'est ové. Et ové, c'est aussi le verbe être. Donc en fait, d'être, c'est de répondre présent. Maintenant, quand tu réponds pas présent, c'est parce que tu n'as pas construit cette personne qui va accéder à la réalité. Donc, tu réponds absent. Et les absents ont toujours tort. Par contre, si tu fais le contraire, chaque présent que la vie te propose, tu réponds. Présent, 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 présent. En français, on appelle assumer, se sentir concerné, être à sa place, être un tzaddik, bimkom shen ish tishtallel liot ish. Relève les défis, relève les garçons. D'accord? Bon, tu fais ce que tu as à faire. Mais tu es de plus en plus fort, mais de plus en plus épanoui, de plus en plus heureux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. En fin de compte, c'est le devenir qui rend heureux. Maintenant, quand les gens ils se débrouillent pour ne pas avoir à devenir, mais qui fabriquent un décor qui leur donne l'impression qu'ils deviennent, alors rappelez-vous que quel que soit le prix du cadre, la richesse du tableau ne se calcule que sur ce qui apparaît sur la toile. Mais si toi, tu achètes un cadre extraordinaire, mais que tu ne peins pas le tableau, combien tu crois qu'il va être vendu à la vente aux enchères? Bon, là, il y a beaucoup de gens qui croient que comme le cadre est magnifique, le tableau n'a pas besoin d'être peint. Mais c'est rare que les voleurs, ils volent le cadre. Ils volent le tableau. Donc toi, c'est pareil. Peins ton tableau, observe ton tableau, admire ton tableau, kiffe ton tableau, ouais. Et plus tu vas développer ton tableau, plus tu seras fier de toi. Et à la fin de la vie, ce qu'on va présenter au bon Dieu, c'est un tableau. Mais si toi, à la place du tableau, tu es un tricheur, tu as mis un miroir, parce que tu dis le miroir, c'est pas la peine de le peindre, puisque l'image, elle apparaît instantanément. Mais le miroir, il a un défaut, c'est que quand tu le déplaces, l'image, elle change. Ça s'appelle l'opportunisme. Ça s'appelle le caméléon. Le caméléon, il s'adapte à son milieu ambiant. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent qu'il s'appelle Léon, qu'il est camé. Ouais. Mais si vous avez compris ça, ben c'est ça le fondement de la joie. C'est pour ça que tu vas trouver des gens de 95 ans qui se lèvent à 4 heures du matin et qui ont le sourire, et des gens de 17 ans qui sont blasés alors qu'ils ont fait 150 000 à la PlayStation. Parce qu'ils n'ont pas de raison d'être. Ils n'ont pas de réalisation personnelle. Ils n'ont pas de relation avec le divin. Ils n'ont pas cherché la source de la vie là où elle est. Et comme la plus grande source de vie, c'est la Torah, donc celui qui va aller à l'intérieur, au bout de lui-même, il va recevoir une énergie incroyable. C'est pour ça que tu retrouves des tzadikim de 110 ans qui vont tous les matins étudier la Torah, et l'autre de 19, tu dis lève-toi à la synagogue, je suis fatigué. Mais lui, il n'est porté que par sa Torah. Son corps, il est mort depuis longtemps. Moi, un oncle à ma mère, elle me racontait, toute sa vie, il a étudié la Torah. Au Maroc, là-bas. Le kraya, le sla, le kraya, c'est tout. Il n'y a rien, le commerce, c'est rien pour manger. Il était sur son lit de mort. Maintenant, il est vieux. Il a le livre. Il ne voyait plus rien. Ils étudiaient avec la bougie, eux. Il ne voyait plus rien. Donc, il est comme ça avec le livre, sur son lit de mort. Sa femme, elle s'énerve. Donc, la tante de ma maman, il dit, ouais, Barkam el Kraya, ça suffit cette lecture.
toute ta vie la Torah, ça suffit. Lui, il est hnin, il écoute sa femme. Il lui a dit, tu veux que j'arrête? Il a dit oui. Il a fermé le livre, il est mort. Tout de suite. Parce qu'il n'était tenu que par le fil de la Torah. Ouais. L'autre, il est tenu par Canal+. L'autre, il est tenu par son magasin. Donc, du coup, dépôt de bilan, arrêt cardiaque. L'autre, il est tenu que par l'adultère. Sa femme, elle découvre, il se suicide. Donc, il faut savoir à quoi tu t'accroches et d'où est-ce que tu tires ton énergie. Maintenant, si tu es un malin, que tu vas chercher très au fond de toi, au-delà de toi, dans le bon Dieu qui est en toi, et tu vas aller très très loin, derrière la réalité, dans le bon Dieu qui est devant toi, donc de Dieu à Dieu, avec toi au milieu, tu vas aller au monde futur. Hazak ou Baruch. Zach.